Bienvenue sur le replay du Twitter Space Cryptost du 10 novembre dernier qu'on a lancé aux alentours de 18h avec une partie de l'équipe de rédaction et de l'écosystème crypto avec Asher, Faustine Fleuret de Ladan, Julien Bouteloup, Pierre Morisot de Waltio, Cryptomatrix et quelques autres intervenants pour décrypter l'actualité de ces derniers jours et répondre à toutes vos questions. Vous étiez plus de 15 000 à vivre à nos côtés l'un des événements les plus catastrophiques, cataclysmiques de notre écosystème, la déroute de FTX. Et même au moment où j'enregistre l'introduction de ce replay, la faillite de la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde. On a échangé pendant près de 2 heures sur l'origine de cette crise et ses ramifications. On voit déjà les crypto-monnaies à leur plus bas depuis 2 ans. On a échangé aussi sur la réglementation, la régulation. Est-ce qu'elle va évoluer beaucoup maintenant que ce géant est tombé, entraînant les milliards d'euros de crypto-monnaies de leurs utilisateurs? Pourquoi elle n'était pas assez présente, cette régulation, cette réglementation en amont? Quelle est la suite des événements aussi pour ceux qui ont des fonds bloqués dans la plateforme? Et puis voilà, au global, est-ce que ça va impacter beaucoup d'autres entreprises maintenant que FTX est déclaré en faillite? Juste avant de vous laisser avec le Space, je vous propose de revenir sur cette affaire en 3-4 minutes à travers l'intervention que j'ai eu l'occasion de faire sur BFM pour remettre les bases, si vous n'aviez pas le nez sur le téléphone ces dernières 48 heures, pour bien comprendre un petit peu notre échange, puisque vous allez voir, on démarre directement dans le vif du sujet avec tous nos intervenants derrière. Je vous mets aussi en description un article épinglé de la rédaction de Cryptost qui vous tient heure par heure au courant des évolutions de cette crise FTX. Il y a quelques mois, Guillaume, on a déjà échangé avec un ton un peu grave à l'époque où l'UST était en train de s'effondrer, ce fameux stablecoin qui devait rester à $1 et qui a décroché à $0, avec ensuite l'insolvabilité d'une autre plateforme, Celsius. Et à ce moment-là, FTX s'était justement mis peut-être comme sauveur en rachetant certaines entreprises en difficulté de ce premier déclin. Et aujourd'hui, c'est justement cette plateforme-là qui est en danger et qui aujourd'hui a gelé le retrait de ses clients. C'est la deuxième plus grosse plateforme de crypto-monnaie au monde et il y a eu plus de 6 milliards de retraits de crypto hier effectués sur cette plateforme avant qu'elle condamne les retraits. Pour comprendre effectivement ce qui se passe aujourd'hui, il faut refaire un petit point d'étape sur ce qui a mené à cette guerre économique entre les deux géants qui sont Binance et FTX. Pour avoir ça en tête, il faut savoir qu'en 2019, Binance avait pris position au capital de FTX en 2019 pour une petite position de développement stratégique duquel justement, il y a quelques mois, FTX s'est délaissé. C'est-à-dire que FTX a fait une proposition à Binance de vente pour reprendre 100% de son capital, ou en tout cas exclure son principal rival de la table. À ce moment-là, ce rachat a été proposé à 2,1 milliards de dollars. Et ces 2,1 milliards de dollars ont été payés de FTX via Binance en BUSD, donc le stablecoin de Binance, et en FTT. Le FTT, c'est le token de la plateforme FTX. Et c'est là où ça commence à poser problème. Ça commence à poser problème parce que le 2 novembre dernier, CoinDesk, un média américain, publie le compte ou le rapport de compte d'une entreprise de Sam Bankman-Fried, qui est le CEO de FTX. Et dans cette deuxième société qui lui appartient, parce qu'il possède donc FTX, la plateforme d'échange, et une autre société d'investissement et de trading, Alameda Research. Cette plateforme est révélée dans CoinDesk donc qu'elle a énormément de FTT et c'est même la majorité de son bilan actif et même la majorité de ses passifs sont garantis par des FTT. Aïe, 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 aïe. À ce moment-là, le FTT vaut $25. Oui. Et du coup, CZ, qui possède une partie du deal qui a été vendu à 2,1 milliards de dollars, se dit si cette position est dangereuse, je préfère sortir maintenant de ce deal, je préfère commencer à revendre mes FTT pour ne pas être en danger si jamais justement cascade, le prix du token descend, les actifs et les passifs de Alameda Research et donc de la plateforme FTX in fine sont aussi en danger. Donc moi, stratégiquement, je préfère sortir. Donc il tweet, moi, je vais vendre mes FTT que j'ai reçus dans le cadre du rachat. Et du coup, patatras. Et du coup, ça réduit encore plus la confiance dans le FTT. Ça détruit la confiance du FTT et la blockchain étant transparente, on voit effectivement quelques heures après un mouvement de 500 millions de dollars de FTT sur la plateforme Binance et
CZ, le CEO de Binance, confirme c'est bien moi, et nous allons commencer à écouler les FTT. Du coup, le cours du FTT s'effondre. Du coup, le cours du FTT s'effondre. C'est autoréalisateur, là. Ouais. À ce moment-là, tout le monde prend conscience de l'étendue des problématiques. Mais là, nous sommes entre lundi et mardi dernier, et on se dit, effectivement, le FTT est en danger, mais la plateforme FTX est à aucun moment insolvable. À ce moment-là, on ne se pose pas la question que la plateforme FTX peut être en danger. Et là, ça commence effectivement à s'agiter, puisque on propose à CZ, de la part donc de Alameda Research, donc la team FTX propose de racheter OTC, over the counter, sans passer par les marchés financiers, sans faire de pression baissière, de racheter les positions de SCZ à $25 l'unité. 22. À $25 l'unité. Oui, Valentin, ici. Entre 25 et 22. Et là, 22. CZ refuse. Il veut effectivement le faire sur le marché principal. Donc, effectivement, c'est là où commence à y avoir cette pression vendeuse très importante. Tout le monde commence à paniquer. Les gens déversent leur FTT. À ce moment-là, on se dit, ouais, mais si tout le monde retire de FTX, il risque d'avoir une crise de solvabilité. Les retraits massifs commencent dans la plateforme FTX. FTX voit un flux extérieur de 5 milliards d'euros. Et hier, aux alentours de 15 heures, bloque les retraits des utilisateurs. À ce moment-là, il y a encore énormément de liquidités sur FTX. Les utilisateurs ne peuvent plus retirer de la plateforme leur liquidité. Et c'est la grosse panique parce qu'on se rend compte que ce n'était pas juste une guerre économique entre les deux gros géants qui voulaient se faire peur, mais que là, ça touche au client final et que le client final ne peut plus retirer ses crypto-monnaies. C'est encore le cas aujourd'hui. Si, ça entend, c'est parfait. Ça marche. Au cours de la journée, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous avez vu qu'on a eu actuellement, là, c'est vraiment de dernière minute, on a des retraits qui ont commencé à être effectués, à sortir au niveau de FTX. Et Clément est là, il va pouvoir prendre le relais. Donc là, on a commencé à avoir des retraits qui commencent à sortir d'FTX. Donc bien sûr, je vous encourage à toutes les personnes qui malheureusement ont des fonds qui sont dessus et qui n'ont toujours pas fait leur demande de retrait ou cette manipulation d'aller le faire, entre guillemets, de toute urgence. On ne sait jamais. Il y a énormément d'argent à sortir. On ne sait pas trop dans quel ordre ça va se passer. On ne sait pas trop quelle crypto-monnaie va passer, entre guillemets, en priorité. Ce sera du stablecoin ou autre. Mais dans tous les cas, voilà, faites cette petite action, on ne sait jamais. Autre action très importante à faire, mais je pense que Pierre pourra nous en dire également un petit peu plus là-dessus. Vous avez vu que hier, la plateforme était down, on ne pouvait plus y accéder. Aujourd'hui, c'est de nouveau le cas. Donc, on vous encourage à vous connecter, à aller prendre que ce soit des captures d'écran de votre wallet, des différentes indications, notamment dans le menu profil que vous trouverez dans paramétrage en haut à droite. Vous aurez votre identifiant spécifique sur FTX. Donc ça, prenez bien des captures d'écran et surtout téléchargez tous les historiques. Donc quand vous allez sur portefeuille, vous pouvez ensuite, juste au-dessus du coup de là où sont affichées vos crypto-monnaies, sur la droite, vous avez un petit bandeau avec diverses actions. Vous avez un nuage avec une flèche à l'intérieur qui vous permet de télécharger donc l'historique, que ce soit de votre portefeuille. Et ensuite, en haut à droite, vous avez également un autre bouton qui vous permet de voir l'historique, que ce soit de vos ordres et de vos trades. Allez bien dessus et téléchargez chacune des catégories. Ça va vous les exporter directement sur votre ordinateur. Vous gardez tout ça précieusement dans un dossier. Peut-être que vous en aurez besoin, que ce soit si malheureusement FTX ne trouve pas de solution de recouvrement de fonds, eh bien vous en aurez probablement besoin pour monter votre dossier de réclamation, ou dans tous les cas, Pierre, je pense que tu vas pouvoir nous en parler. Ça va vous aider grandement pour la prochaine déclaration fiscale, parce que malheureusement, il faudra quand même passer cette étape-là, même si ça va se faire dans la douleur. Clément, est-ce que tu veux compléter sur les faits marquants qu'on a eu aujourd'hui, s'il te plaît? J'en profite, il y a effectivement Owen qui nous a rejoint. Merci d'être par là, Asher, Crypto, tous les gars là, Cryptomatrix, effectivement, tu es déjà là. N'hésitez pas à checker. Je vous ai invité à parler pour que vous puissiez prendre la parole pour pas être bloqué, comme vous connaissez un peu le principe de Space. Clément, justement, tu fais partie des gens que j'ai invités. Pierre également, Pierre de Waltio. Donc n'hésitez pas à débloquer vos micros et à accepter les invitations que je vous ai faites. CM, du coup, toi qui as eu cette journée aussi un peu dans les pattes, tu as fait comme nous, hein, tu as essayé de participer au mieux à la compréhension de cet écosystème et à l'expliquer aux gens. Comment t'as vécu un peu le truc? Est-ce que tu mets ça aussi sur le même numéro 1, même piédestal que la difficulté avec Mangox, ou est-ce que c'est en dessous?
Ah ben là, je pense que clairement, depuis ce qui était arrivé à l'époque, c'était en 2015, si je dis pas de bêtises. Là, ça a été quelque chose qui a été vraiment traumatisant pour le marché. C'est aussi la confiance qu'on place dans, on va dire, les plus grands acteurs du marché pour développer positivement ce marché qui est ruiné là aujourd'hui. Alors par ruiné, peut-être que le mot est un peu fort, mais en tout cas à court terme, je pense que ça va être très très difficile de remettre le wagon en marche. En tout cas, la locomotive est arrêtée là immédiatement. Et j'ai peur aussi dans ce cadre de régulation qui est en plein en train d'être discuté, que ça soit par rapport à Mika en Europe ou aux États-Unis et un peu partout au travers de la planète, que voilà, on ait une régulation encore plus dure, que ça donne du grain à moudre vraiment pour le coup à la régulation pour être tout à fait dans le viseur du régulateur, sachant que il y a deux pans de ce côté-là. Il y a le pan centralisé et il y a aussi le pan de la finance décentralisée, la DeFi. Donc, quelque part, j'ai la sensation que ça se passe peut-être un peu mieux que ce qu'on pressentait jusqu'à présent, parce que là, ces dernières 24-48 heures ont été pour ma part depuis 2018 les pires que j'ai vécues. J'ai quasiment pas dormi. Enfin, la majorité de l'écosystème est KO au sens strict du terme. Là, pour le coup, on est tous à cran, si je puis dire. Et c'est vrai que on se pose la question de l'aboutissement, jusqu'où ça peut aller derrière par rapport à FTX. Est-ce qu'il y a beaucoup de ramifications, beaucoup de cadavres cachés encore? Est-ce que là, ils sont en train d'être rachetés petit à petit, indirectement, puisqu'on a vu des withdraws qui sont en train de repasser, et j'ai une connaissance effectivement qui a pu retirer un énorme montant, et je suis en train d'essayer d'aller pêcher les informations pour savoir quelle chaîne, si c'était des stablecoins et tout ça, a priori oui, mais voilà, je suis en train d'essayer de me renseigner de ce côté-là. On a vu des gros montants qui sont passés on-chain, donc c'est vérifiable du côté de FTX, des adresses qui sont consultables par tout le monde. Et pour le truc dans sa globalité, je vois pas ça d'un très bon œil à court terme. Malgré tout, on va en tirer le positif, puisque c'est souvent aussi ce que je répète au quotidien dans les émissions et tout ça. Il valait mieux tirer le sparadrap un bon coup par rapport à ce qui risquait de nous péter entre les doigts à tout moment plus tard, et peut-être de façon encore plus déraisonnable. Pour autant, on a déjà eu FTX, on a déjà eu Celsius, Terra Luna précédemment, donc je pense que ce qui vient d'arriver ici, qu'on peut considérer comme un signe noir de marché, est tout aussi grave que ce qui s'est déroulé précédemment, voire plus grave, mais l'impact à un instant T sur le marché, il y a tout qui a été absorbé pour l'instant. Et franchement, je me félicite de voir la résilience aujourd'hui du marché crypto. On a beau être sous les 20 000 pour Bitcoin, on a beau avoir perdu d'un point de vue technique, on a souvent Vincent Gann et tout ça qui convergent dans le même sens, des zones qui sont relativement clés. Je m'attendais à me retrouver quasiment en ligne droite à 10-12 000. Et ça n'est pas arrivé pour l'instant. Donc voilà, j'essaie de garder mon éternel optimisme tout en me disant que ce qui vient d'arriver va avoir un impact à court, à moyen terme, et que pour l'instant, on n'en mesure pas toute la profondeur en tout cas. Donc c'est ce qui me dérange un peu. Tout à fait. Et Faustine Fleury de Ladan, qui est l'asso qui justement représente le secteur d'un point de vue régulation, nous dira dans quelques minutes un peu son point de vue là-dessus et les impacts. Owen, je profite que tu sois là. Je sais que tu étais en live tout à l'heure sur ta chaîne Twitch pour en parler un petit peu aussi. Est-ce que Just Mining a été touché? Est-ce que toi, tu as été touché? Et puis pareil, toi qui es là dans le marché en tant qu'entrepreneur depuis longtemps, comment tu perçois cette nouvelle déroute? Salut tout le monde, c'est la première fois que je fais un space, donc si vous m'entendez mal, n'hésitez pas à le dire. On est plusieurs. Parfait. Pour le coup, je pense que ça aurait pu bien plus mal tourner. En tout cas pour l'instant, et surtout c'est pas terminé. C'est-à-dire que là on assiste à un endroit de confusion où tout le monde essaye de pricer et de tirer les lignes fuyantes de ce qu'on vient de vivre avec FTX, alors que le problème est encore en cours. Enfin, je veux dire, si d'ici demain matin tout le monde a reçu son withdraw FTX, ça va quand même changer la température de tout, que ce soit d'un point de vue régulation, que ce soit d'un point de vue de la pression du marché, d'un point de vue des crypto-monnaies. Il y a des gens qui vont peut-être se mettre à hold alors qu'ils avaient prévu de vendre. Pourquoi? Simplement parce qu'ils pensaient avoir perdu ces fonds, ils ont fait le deuil pendant 2 jours et finalement ils sont sur leur adresse.
Donc quoi qu'il arrive, je pense que c'est très très dur en fait à chaud de dire dans quel sens ça va aller, que ce soit positif ou négatif. Avec Just Mining, on n'a eu aucun impact, ni direct ni indirect, même pour le moment, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de compte chez FTX, on les utilisait ni dans notre exploitation, ni pour nos changes, ni pour la conservation de certains fonds clients. On est à plus de 99% des fonds clients sur Cold Storage et le 1% qui est généralement sur des exchanges pour exécuter du change rapide a été rapatrié sur du Cold Storage vu la période. Donc pour le coup, on n'a pas été impacté du tout. Et même notre produit de lending qui était à 60-40, 70-40 CFI, là il est à 60, enfin il est presque à 75, 80, 20, dans le sens où on a diminué encore plus les expositions CFI qu'on avait. Le but étant de protéger les fonds clients d'un potentiel rebond ou d'un prestataire dont on apprendrait dans 6 mois qu'il était en fait sur FTX et FTX ne l'aurait pas remboursé. Donc on a tout minimisé et là, pour le coup, il faut être capable de le dire. Si on ne s'était pas pris l'UST dans la tête en plein visage, on n'aurait pas été capable d'être aussi pertinent et d'être aussi efficace sur cette histoire, quoi. Mais on a tellement douillé, on a tellement eu peur que maintenant on a mis en place ce qui permet justement de se protéger. Donc en perso, moi j'ai été un petit peu affecté, mais à hauteur d'une 30aine d'Ethers. Donc c'est un gros montant, mais pour le coup, tout ce qui est sur les exchanges, c'est des montants que je suis prêt à perdre. Et c'est vrai que là, pour le coup, je l'avais vraiment pas vu venir. Pour le coup, FTX, je ne pensais vraiment pas que c'était possible d'avoir un tel impact. Non, moi, ce qui me titille un peu plus aujourd'hui, c'est comment ça va se passer à l'échelle du marché en général, parce qu'on le voit quand même dans le dernier thread de Sam Bankman. Il dit clairement, bien joué Sisi, t'as gagné. Hein. Donc c'est quelque chose d'assez grave quand on a une boîte qui pèse 35 milliards, d'accuser celle qui pèse 300 milliards de l'avoir étranglée, quoi. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant, on ne peut que expliquer ce qui se passe, expliquer quelles sont les bonnes méthodes et les bonnes conduites à avoir pour essayer de se protéger. Mais on n'a pas beaucoup plus de visibilité, quoi. Ouais, clairement, et on rentre dans l'aspect de guerre économique que on va aborder dans quelques minutes avec Julien. Je sais qu'après tu files ailleurs, mais je voulais juste faire la passe. Merci beaucoup, Owen. Et en tout cas, trop cool que cette fois-ci, par les leçons du passé, d'autres plateformes avaient pris les mesures nécessaires comme vous l'avez fait. Donc heureux d'apprendre que Just n'est pas touché. Faustine, j'espère que je sais pas si tu as des infos sur pour le coup d'autres acteurs de l'écosystème. Est-ce que nos acteurs à nous en France sont safe? Et puis voilà, pareil, d'un point de vue de régulation, est-ce que ça, là, tout de suite, maintenant, 24 heures après, je sais que Gary, le CEO, le responsable de la SEC aux États-Unis, était sur CNBC tout à l'heure à la télé pour en parler. Est-ce que tu penses que très vite, ça peut aussi nous impacter, ça, Faustine, cette réglementation, cette régulation suite à cette déroute? Bonjour à tous. Alors effectivement, du point de vue réglementation, peut-être un petit point. Déjà, c'est un événement qui, du point de vue de l'avancée des débats sur les réglementations qu'on connaît bien, MiCA et TFR, arrive pas du tout au même moment que Terra Luna ou Celsius, où là, effectivement, on était dans le cadre de débats en cours, de préparation de la réglementation, et donc ça a influencé l'écriture des textes que l'on a. Donc là, c'est pas du tout le cas puisque le texte MiCA et le texte TFR ont été adoptés il y a quelques semaines. Et donc, d'un point de vue court terme, ce qui se passe ne devrait pas, au niveau européen, modifier ce qui va arriver, ce qui va entrer en vigueur en 2023 et en entrer en application en 2024. Donc au niveau européen, ce qu'il faut rappeler et ce sur quoi il va falloir rassurer, c'est que on a tout mis en place et ça arrive à très court terme pour que ce genre d'accident ne puisse se produire, en tout cas soit évité du mieux possible. Donc l'Europe, en ayant fait ce travail précurseur, devrait pouvoir se prémunir de tels accidents et va créer l'espace nécessaire pour que des acteurs vertueux se développent. Donc à la limite, le sujet, c'est pas tellement la réglementation européenne, c'est plutôt à ce jour le manque d'harmonisation au niveau international, puisque on n'a pas du tout un avancement dans les débats réglementaires et dans la construction d'un cadre réglementaire au même niveau, notamment aux États-Unis, mais en fait partout ailleurs. Ce qui fait que, du fait de l'interconnexion de l'ensemble des marchés, le sujet est relativement transfrontière quand même. Si on n'a pas cette harmonisation, si on n'a pas ce level playing field, en fait, on reste quand même vulnérable à ce genre d'accident. Donc, à la limite, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est la réaction dans les autres juridictions majeures, notamment aux États-Unis. Et il faut absolument qu'on mette tous les acteurs sur le même
sur le même niveau d'exigence pour nous prémunir pour la protection d'investisseurs, pour l'ensemble des objectifs réglementaires, puisque finalement, si on n'a pas la même exigence partout, finalement, ça ne sera pas efficace. Donc, d'un côté, il faut absolument pas que dans des débats long terme, l'Europe se dise je vais rajouter des règles, puisque dans MiCA et TFR, en fait, on a déjà on a mis en place ce qu'il faut. Et c'est pas au niveau européen que ça pêche. À court terme, ce sera pas le cas, mais on peut envisager un MiCA 2 ou à la limite le retentissement de FTX qu'on verra à ce moment-là pourrait influencer. Donc c'est pas au niveau européen qu'il faut surréagir, mais plutôt dans les autres juridictions qui sont pas à ce stade de développement comme nous. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est effectivement pour ta première question, Valentin. Au niveau des acteurs français, moi, effectivement ravi que pour Just Mining ça se passe bien. J'ai des échos d'autres prestataires de services sur actifs numériques pour qui ça se passe bien. Effectivement parce que on a des acteurs qui sont plus au fait et plus contraints par des réglementations aujourd'hui pour avoir pu réagir mieux, mais on n'est qu'au tout début, donc effectivement il faut rester prudent sur ce que pourraient être des retentissements à venir. Donc voilà pour le petit point que je peux faire. Merci beaucoup. Juste un tout petit truc, il y a des retraits qui sont en train d'être exécutés. Toutes les minutes, j'ai des petites notifs à droite, à gauche de bonhommes qui arrivent à débloquer. Tout à l'heure, quand je l'ai dit, il n'y a personne qui me croyait. Tout le monde a cru que c'était un troll sur Twitter, mais je ne me permettrai pas de plaisanter avec ça. Donc, les 10 millions, c'était toi, on le sait. C'est pas un ami. Hein. Non, mais c'est là en fait où on se rend compte qu'il y a une totale. Rends l'argent, CM, rends l'argent. Non, mais clairement. Et puis surtout, ceux qui n'ont pas encore reçu leur fonds, ils te répondent mec, ça me fait pas rire. Moi, le seul truc qui me fait peur, c'est s'il y a 20 ou 30% des gens qui arrivent à retirer, ce qui épuise encore plus les stocks d'FTX, et ce qui veut donc dire que les derniers pourront peut-être un jour ne jamais revoir leur argent, alors que s'ils avaient bloqué, ils pourraient peut-être rembourser 70% ou 80% à tout le monde, j'en sais rien. Mais s'ils commencent les retraits, pour moi, c'est prendre un gros pari parce qu'ils ont intérêt à process tout le monde, parce que sinon les premiers sortis vont tout prendre, et les derniers qui ont demandé leur retrait, qui en gros ont juste eu 2-3 heures de décalage avec les premiers, eux peuvent tout perdre. Et dans l'égalité de traitement des clients, je suis pas sûr qu'FTX ait le droit de faire ça. Bon, après, on est à une connerie de plus. Ouais. Hein. Là, j'ai l'impression surtout que c'est des gros portefeuilles qui ont peut-être été avantagés ou priorisés, parce que j'ai pas du tout en fait la timeline de. Est-ce que c'est des gens qui étaient en queue ou des gens qui viennent tout juste de relancer des withdraws maintenant? Regarde les adresses en tout cas. Si vous allez sur Etherscan, vous tapez FTX Exchange 1 et FTX Exchange 2 et vous voyez qu'il y a des process. Il y a une adresse qui paye les Ethers, une adresse qui paye des ERC20. Ce n'est pas Binance US, en tout cas pas de mes recherches, c'est pas les mêmes adresses. Et ça semble bien process n'importe quoi. Du gros paiement, on a vu un 1800 Ethers sortir à du 75 € quoi. Ok. En tout cas, je crois qu'il y a eu quand même peut-être c'est Julien qui aura ces informations-là pour le côté un peu plus behind the scene et institutionnel, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des deals qui ont été passés à gauche, à droite, voire même avec des portefeuilles de particuliers qui ont quelques millions ou des trucs comme ça. Donc, ouais. Exactement, Julien, tu viens de nous rejoindre. Normalement, tu es intervenant, tu peux démute. Je sais que tu as suivi aussi d'un point de vue attaque économique le déclenchement de ce problème et puis l'insolvabilité qui s'ensuit et que tu es un peu critique sur cette opération. C'est quoi ton regard là-dessus, toi qui as travaillé dans la finance tradie, et puis ta réponse si tu as des infos sur l'analyse on-chain de ça vient d'où tous ces retraits qui sont autorisés là, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous, super initiative, je pense que l'écosystème on a vraiment besoin. Super intéressant de voir tous ces interlocuteurs, des leaders sur le territoire français et ailleurs. Alors, nous, on est relativement actifs avec le family office, mais aussi les activités quantitatives, et notamment moi qui ai participé à de nombreuses fois sur ce territoire DeFi et l'intersection entre la CeFi et la DeFi. Alors, ce qui peut se passer à l'heure actuelle au niveau des retraits, c'est potentiellement un buyer. Il y a eu beaucoup d'annonces externes et aussi Sam qui a retweeté un message de Tron, donc de Sun, qui potentiellement pourrait essayer de l'aider économiquement pour pouvoir racheter FTX ou alors l'aider financièrement pour pouvoir faire un rebuy ou alors prendre des participations au niveau equity. Parce qu'apparemment FTX au niveau de la compta, c'est pas chouette. Sinon, sur ce qui s'est passé, je dirais que par ordre de magnitude, c'est probablement
plus improbable de ne pas connaître la situation de FTX que de la connaître. C'est-à-dire en fait que les choses qui ont été dites par CZ, qui est très bien informé dans l'écosystème, il faut savoir là, qu'on a une société qui vaut plus de 200 milliards ou 300 milliards, peu importe les montants, qu'on a des connexions un petit peu partout dans le monde. Ne pas connaître la situation économique d'une société, c'est très improbable. Donc les dernières nouvelles seraient que CZ aurait eu connaissance des dernières manipulations de marché, notamment avec Strong Capital, avec Luna, que SBF de FTX aurait fait. Cette information vient d'un Twitter qui c'est récent, il y a quelques minutes, de Wendy, qui apparemment est ami. Alors après, il faut prendre ces informations avec des pincettes, qui est ami avec CZ ou un ami très proche de CZ, qui aurait eu connaissance des mouvements, des activités de SBF sur le marché. Et il faut savoir que le message de... Alors tout ça, voilà, il ne faut pas tomber dans la théorie du complot, mais il faut savoir que dans tout ce qui est finance tradi, finance de hedge fund, toutes ces choses-là sont très courantes. Donc rachat, merging acquisition, toutes les techniques sont possibles et sont faisables et sont la plupart du temps faites. Parce que pour le coup, Julien, si on n'a pas la certitude que c'est ce que tu viens de dire, ça semble quand même corroboré avec ce que dit Sam Bankman, parce que lui, il a l'air convaincu dans son thread que c'est CZ. Voilà, donc en fait, ce qui se passerait, en fait, c'est que donc SBF aurait fait des choses, mais des choses de hedge fund. C'est pour ça que moi, je ne veux pas forcément SBF. Et après, il a pris apparemment des techniques de leverage. Je pense qu'il a été appâté par le gain et surtout qu'il a connu une croissance rapide en quelques années pour devenir un des plus gros fonds, un des plus gros exchanges au monde. Donc, c'est quand même assez impressionnant. CZ s'est retiré de l'equity l'année dernière, a eu toujours des tokens FTT, a eu connaissance de certains mouvements sur le marché et surtout aussi de l'agressivité au niveau acquisition de sociétés sur le marché du trading et de la DeFi et aussi à l'extérieur, et donc potentiellement devenir plus gros que Binance. Et il faut savoir que l'annonce de CZ du message comme quoi il allait jeter au cochon, dumper plus de 2,5 milliards d'assets FTT, il n'y a aucune raison pragmatique, mathématique, économique de dire ça sur un marché quand on a un bag de 2,5 milliards. C'est-à-dire, en fait, il n'y a aucune raison de dire, écoutez, je vais dumper mes assets. Non, ce que quelqu'un qui est raisonné fait, il fait de l'OTC pour pas manipuler le marché, pour pouvoir vendre au meilleur prix. Or là, en fait, la seule raison viable pour pouvoir faire une annonce pareille, c'est de faire peur au marché. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand vous faites peur au marché? Vous faites dégringoler les cours pour ensuite pouvoir arriver à soit faire un achat ou soit en fait tuer votre ennemi. C'est du merging acquisition pur. Et en fait, ce qui serait passé, c'est que là aussi, l'annonce que CZ a fait, comme quoi il allait dumper les assets, cette annonce a été faite quelques heures avant que FTX annonce une levée de fonds entre 5 et 6 milliards sur les marchés, ce qui aurait positionné FTX comme aussi gros, presque aussi gros que Binance sur les marchés de la finance. Donc voilà, toutes les étoiles sont alignées pour faire voilà. En l'occurrence, que CZ arrive à dire que c'est pas de sa faute ou qu'il n'a pas fait ça avec une idée derrière la tête, c'est très improbable. Par ordre de magnitude, on est beaucoup plus faible que l'inverse. C'est pour ça en fait, que je dis, si on prend les choses avec des pincettes, mais d'une approche relativement statistique, on est plutôt sur un schéma de M&A, un schéma de finance traditionnelle avec des coûts très bas, mais des coûts très bien orchestrés et très bien sophistiqués. Voilà. Et effectivement, c'était le sujet encore une fois, de BFM hier. Et pour le rappeler, pour mettre un peu d'ordre pour ceux qui viennent d'arriver, d'ailleurs, vous êtes plus de 2000, donc merci beaucoup d'être là. Merci aux intervenants. Et je sais que je le vois un peu dans les commentaires, il y a quelques bugs, ça vient pas de chez nous, malheureusement, ça vient de Twitter. Donc, désolé, Elon Musk. Julien, sur cette grille de lecture, c'est parce que cette première force de vente, cette première frayeur sur les cours, c'est aussi parce que Binance avait pris une participation stratégique il y a des années dans FTX en 2019 et que c'est au moment où FTX a sorti Binance de son round autour de la table des décideurs qu'il a payé en partie en FTT le retrait à 2,1 milliards de dollars et qui a donné de la pression vendeuse en partie à CZ qui s'en est servi sur les réseaux. C'est ça la grille de lecture. Exactement, c'est en fait que l'année dernière il est sorti en equity. Je pense que déjà l'année dernière il devait positionner son bag. Quand vous avez 2,5 milliards d'un asset, vous, à un moment, vous en faites quelque chose. Soit vous vous amusez à leverager, à emprunter, soit vous vous amusez à le vendre. Mais vous vous amusez pas à le dumper, sinon ça n'a aucun sens. Donc surtout en fait, il avait déjà planifié les différents scénarios possibles. Ensuite, dire que suite à
un post de CoinDesk qui disait que les comptes n'étaient pas forcément favorables pour FTX, et c'est pour ça qu'il a décidé de prendre cette décision publique. C'est complètement insensé. Non, vous faites ça dans les règles de l'art. Vous faites un échange, vous faites de l'OTC, vous allez en finance tradie, c'est comme ça que ça se passe, vous signez des contrats, vous faites des trucs propres, vous n'allez pas sur un réseau social avec des milliards d'utilisateurs pour dire que vous allez dumper 2,5 milliards. Et donc faites attention à tout le monde, surtout les prix vont être extrêmement volatiles. Vous voulez créer de la peur, vous voulez créer de la crainte, et c'est ça en fait qu'il a voulu jouer. Et maintenant qu'ils nous disent qu'il n'avait pas vu les choses comme ça, c'est pas vrai, c'est impossible. Je veux dire, alors sinon c'est vraiment qu'il n'est pas à la tête d'un des plus gros fonds mondiaux. Sinon, c'est impossible. Et parce qu'effectivement, il y a eu à un moment donné un OTC qui a été imaginé entre FTX, Alameda Research et directement Binance qui a été refusé. Et on va voir tout ça ensemble. Selon les toutes dernières informations qui tombent depuis 5-10 minutes, d'après Clément, qui est notre rédacteur en chef, les retraits qui ont été faits semblent être liés à des personnes privilégiées, puisque d'après certains premiers recoupements, si on recoupe des comptes Twitter, ils sont suivis par SBF. Donc voilà, on avance gentiment là-dedans, mais ça ne serait pas le client lambda. Justement, je te fais la passe, Pierre de Waltio, avant que tu files, et puis on continuera la discussion, notamment sur, on en a parlé au début, l'importance là pour ceux qui ont des fonds bloqués, dont on ne sait encore pas totalement l'issue, de bien le marquer, de bien le garder en tête, au cas où il faudrait le répercuter sur un moment où la fiscalité tombera, c'est-à-dire à la fin de l'année pour l'année fiscale en cours, c'est ça? Ouais, alors moi je vais m'absenter un petit peu, hein, les gars, je vais essayer de revenir, je vais m'absenter un petit peu. Merci. Ça marche, pour merci avoir Julien. reçu. Salut. Déjà, merci beaucoup. Salut à tous. Tu as entièrement raison. Peut-être avant aussi, pour revenir sur ce que disait Julien et puis ce que disait aussi Owen, moi, je suis assez bluffé par l'amateurisme de SBF, que ce soit dans sa communication, dans les décisions qui sont prises. On voit même dans les messages des fonds qu'on investit. On parle quand même de quelqu'un qui pilote une boîte de plus de 20 milliards d'euros. En France, ce serait une boîte qui serait au CAC 40. Enfin, c'est hallucinant. On a l'impression qu'il est très peu conseillé dans la gestion de sa boîte, dans sa communication, dans son juridique. Donc, il y a, et je rejoins assez Julien là-dessus en disant que je ne pense pas que CZ est pas forcément tout blanc dedans, mais évidemment que il a été au courant de certaines informations avant tout le monde, et surtout quand tu as un de tes concurrents qui veut lever au bout d'un moment. Si tu te positionnes publiquement dessus, c'est que tu as une intention de M&A, une intention de rachat, une intention de le faire tomber ou autre. Maintenant, pour revenir sur le point purement fiscal et assez pratique là-dessus, c'est qu'en effet, nous, on a sorti une communication en disant aujourd'hui, le régime fiscal français, et comme d'ailleurs beaucoup de pays de l'OCDE, requiert de suivre toutes les transactions pour pouvoir calculer ses plus-values. Sinon, ça devient vraiment un sac de nœuds, voire un enfer pour être capable de valoriser son portefeuille, calculer ses opérations imposables et ainsi de suite. Donc, un conseil que nous, on donne, alors nos utilisateurs évidemment, mais même à toute personne qui a un compte FTX, allez récupérer l'historique de dépôt, transaction, retrait, au moins un jour, si vous avez une demande de l'administration fiscale sur où vos fonds sont partis, pourquoi, et ainsi de suite, au moins vous avez des preuves. Alors, la priorité, on a d'ailleurs un tuto qui est gratuit, qui est disponible sur notre site. Vous tapez help.waltio.co, tutoriel FTX, comment obtenir toutes ces données. Au moins, vous avez des documents qui permettent de prouver les différentes opérations que vous allez réaliser sur FTX, et donc vous ne souhaitez pas cacher, parce que c'est quand même aussi un peu l'enjeu, à l'administration fiscale certains fonds. C'est que c'est réellement des pertes, et après, on pourra vous aider, et dans notre outil, c'est bien fait, sur comment les labelliser en perte ou en hack. De toute manière, c'est quelque chose qui sort de votre portefeuille. Donc, surtout éviter, s'assurer qu'il n'y aura pas de plus-value, ou en tout cas, le montant de la perte sera déduit de votre portefeuille, votre patrimoine d'actifs numériques, et donc ça aura un impact dessus sur votre futur calcul de plus-value, que ce soit dans 6 mois, dans 1 an. Donc pour le coup, une bonne pratique, c'est de tout de suite récupérer ces informations historiques de dépôt, transactions et retrait. Au moins, vous n'avez pas d'autres problèmes qui est associé à ça. Quelle que soit la suite des événements, si effectivement un jour, et on l'espère, on récupère les fonds, en tout cas aujourd'hui, on pourra les amputer à ces potentielles plus-values et payer moins d'impôts jusqu'à ce que ce problème soit résolu. Hein. C'est bien ça, si je résume un petit peu ce que tu dis, Pierre. C'est exactement ça. Tu vois, moi, c'est marquant de voir qu'on a certaines personnes retirent de leurs fonds, d'autres le puissent pas, et alors qu'en fait,
enfin, c'est un chaos total, quoi. Normalement, si l'entreprise file pour bankruptcy, dans ce cas-là, c'est pas le premier qui arrive qui sert dans la caisse en termes de clients. Ça doit être un peu plus structuré, même si c'est pas encore, on va dire, le cas étant la situation de FTX qui est encore douteuse. Mais juste à des fins fiscales, en effet, si le site s'avérait devrait fermer, comme on a vu avec Cryptopia, comme on a vu avec Mongox, ça crée un sacré bazar le jour où vous voulez cash out, le jour où vous vendez des cryptos, le jour où vous réalisez une opération imposable, où vous utilisez vos cryptos pour payer. Donc, ça devient particulièrement compliqué de prouver l'origine de vos fonds, de prouver votre calcul, d'arriver à un calcul de plus-value qui est facile. Donc, récupérez facilement, rapidement votre historique de transaction de dépôt retrait, ce sera beaucoup plus facile à l'avenir. Effectivement. Merci beaucoup Pierre. Tu peux rester avec nous si tu es dans le coin, mais je sais que tu avais aussi des impératifs à faire pour justement être au diapason des dernières choses. Je répète, effectivement, malheureusement, je sais qu'a priori des problèmes de son qui ne viennent pas de chez nous, ça vient de chez Twitter. Pour ceux qui ont quelques soucis, on ne pourra pas vous aider. Malheureusement, on a épinglé dans la conversation et sur Twitter notre article qu'on met à jour à chaque minute et qui relaye les informations minute après minute depuis 2-3 jours si vous souhaitez jeter un œil. Et bien sûr, on répondra à toutes vos questions. Je profite d'avoir tous nos intervenants ici avant de rester peut-être en comité plus restreint avec tous nos journalistes, nos analystes on-chain pour répondre à vos questions. Mais bien sûr, on répondra aussi à vos questions. Alors Faustine, Owen, CM, tous ceux qui veulent répondre là sur est-ce qu'on a des infos, c'est l'une des questions qu'on a et puis qui revient évidemment sur les suites. On a compris effectivement SBF, c'est peut-être une guerre économique avec Binance qui s'est terminé en insolvabilité, c'est peut-être un jour on récupérera, peut-être pas. Quels sont les recours aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce que Faustine, Owen, dans tout ce qui est mis en place aujourd'hui pour les PSAN, je crois qu'il n'était pas PSAN, mais est-ce qu'il y a des recours faciles ou ça va être très compliqué, que ça va prendre des années? Quoi qu'il arrive, s'il y a des recours, ils vont prendre des années. Déjà, la première question, ça va être d'établir est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une faute? Est-ce que c'est une erreur dans la gestion qui fait qu'aucune erreur a été commise légalement, c'est juste que ça s'est pété la gueule parce que le token s'est effondré? Et à ce moment-là, pourquoi pas aller chercher la responsabilité de Binance si on arrive à prouver que c'était une volontaire de CZ? Encore une fois, est-ce que CZ avait le droit de le faire ainsi? Pas de délit d'initié, apparemment, puisqu'il n'a pas dumpé avant de le dire au marché. Il pourrait potentiellement se protéger et aller dans ce sens-là. D'un autre côté, si ce n'est pas une erreur et que c'est une faute, c'est-à-dire une faute de gestion, à ce moment-là, il y a des gens qui vont aller chercher la responsabilité pénale de Sam Bankman. Encore une fois, quoi qu'il arrive pour l'utilisateur, s'il n'y a pas la solvabilité, qu'il n'y a plus les fonds, au mieux, ce serait quelques années, même s'ils étaient disponibles, mais si les fonds ne sont plus là et qu'il n'y a tout simplement plus la valorisation sur laquelle s'appuyait FTX avec son FTT pour garantir sa solvabilité, je ne sais vraiment pas ce que peut attendre un utilisateur. Après, là, ce qu'il faudra faire, c'est essayer de sécuriser ces autres assets et avoir peur de l'effet domino, c'est-à-dire de toutes les autres structures qui pourraient avoir des contreparties chez FTX et qui pourraient du coup annoncer à des clients des problèmes de solvabilité sur des produits en cours. Mais quoi qu'il arrive, la suite va vraiment se jouer potentiellement avec Binance ou avec la justice si jamais SBF a fait une faute de gestion ou non. C'est vraiment le gros point qui va être défini par la loi. Et c'est pour ça que l'idéal et le meilleur des cas serait quand même qu'FTX arrive à établir un lien avec un autre gros acteur. Rappelons que c'est quand même pas Do Kwon, quoi. C'est quelqu'un qui était crédible, quelqu'un qui était relativement solide dans l'écosystème. Je suis assez d'accord avec Pierre quand on parle d'amateurisme, mais bon, Sam Bankman a fait des attaques chirurgicales dans le passé aussi. C'est quand même quelqu'un dont la pertinence et la renommée ne sont plus à faire. Si lui, il n'arrive pas à trouver de partenaire pour ne serait-ce que couvrir le solde de ses utilisateurs, je ne vois pas vraiment qui peut le faire dans l'écosystème. Sachant que je connais plein de gens qui avaient migré de Binance vers FTX parce que ce n'est pas la même façon de faire. On m'a très souvent dit FTX est le plus régulé de tous. Ses deux parents sont professeurs à Stanford, si je ne dis pas de bêtises. C'est des gens du gouvernement, des gens qui travaillent, qui sont très très droits dans le fonctionnement qu'ils ont d'exécuter. Donc, d'un côté potentiellement de l'amateurisme ou alors un bras de fer avec quelqu'un qui est tout simplement beaucoup trop malin, beaucoup trop puissant, beaucoup trop connecté et qui a attendu le bon moment pour lui tordre le cou, ce qui est également possible. En attendant, oui, potentiellement une course où c'est la compétition qui veut ça. On est dans un marché bleu qui est en train de devenir rouge.
Donc aujourd'hui, avoir une place, c'est réalisable. Dans 10 ans, avoir une place d'exchange majoritaire dans la crypto, ce sera infaisable. Il y aura déjà des géants, des normes, le régulateur, ce sera impensable. Comme aujourd'hui, quelqu'un qui dit ouais, je vais monter ma banque. Ben, bonne chance pour devenir établissement de crédit. Donc peut-être que la précipitation et le fait de vouloir maintenant prendre une position qui était possible et atteignable par FTX, c'est l'accélération qu'a attendu Sisi pour exécuter SBF, ou alors il s'est également exécuté tout seul. Hein. C'est vrai, je rejoins Julien quand il dit qu'il y a quand même plus de chances qu'il y ait anguille sous roche, qu'il n'y en ait pas. Maintenant, on ne peut pas le savoir. Autant vous dire que les personnes les plus informées dans ce channel sont à des années-lumière d'être suffisamment informées. La moitié de ce qu'on voit passer, c'est du FUD. Des gens qui ont peur, des gens qui disent n'importe quoi, des pseudo-traders qui disent... Enfin, on a encore vu aujourd'hui un trader qui disait n'importe quoi sur USDT. Ouais, ça va des pegs, c'est sûr, maintenant c'est certain. C'est carrément les fondateurs d'USDT qui lui ont répondu, qui lui ont dit non, mais ton niveau de finance est inexistant. Je ne sais pas comment tu es suivi par 100 000 personnes sur Twitter, mais tu dis n'importe quoi. Arrête, c'est très grave les accusations que tu fais là, quoi. Donc on est dans un monde où on mélange nouveaux riches, on mélange jeunes professionnels d'un milieu de la finance mais qui n'ont jamais été formés, on mélange vrais traders, vrais financiers, on mélange responsabilité financière avec bonhomme de Twitter qui fait des mèmes et qui s'énerve, et tu te retrouves sur Twitter à voir un truc où tu sais même plus qu'est-ce qu'il faut avaler comme information et qu'est-ce qu'il faut laisser. Donc maintenant, se positionner après 48 heures et potentiellement des retraits qui repartent sur le quelle est la suite légalement, c'est très très dur de donner une réponse qui est complète. Mais je pense qu'on va avoir de la visibilité dans les, je dirais, 7 à 2 prochaines semaines, dans les 7 prochains jours ou 2 prochaines semaines, on va avoir un peu les deadlines et les informations qu'il faudra guetter. Ouais. Owen, pour revenir un peu sur le rôle de Sisi là-dedans, moi je suis quand même marqué, enfin j'ai quand même l'impression que SBF a fait des erreurs. Je suis désolé, mais créer son propre token et le mettre en collatéral et après emprunter là-dessus, c'est quand même une erreur, mais qui est basique en termes de fondamental. Oui, je suis d'accord, mais qui ne le fait pas? Dans les top 10 exchanges au monde, qui ne l'a pas fait? Bah, en fait, je pense que tu vois, il y a vraiment un manque de discipline, de protocole, de structuration. Non, clairement, de mais cite-moi une seule banque qui n'a pas déjà mis ses propres actions en collatéral. Bah, tu vois, les gens disent, ouais, si tout le monde retire et que l'exchange se pète la gueule, c'est grave. Ok, mais donnez-moi une seule banque, et je parle d'établissement de crédit, je parle pas de crypto, hein. Une seule banque qui ne fait pas faillite si tout le monde va retirer. En réalité, c'est vrai que c'est entre guillemets de l'amateurisme, mais je le vois quand Julien dit oui, mais c'est des trucs d'hedge fund. Dans le sens où, en réalité, je suis même pas sûr qu'avec la régulation du monde traditionnel de la finance, ça aurait pas pu arriver. Hein. Vu l'engagement qu'il a pris, vu tous les investissements qu'il a fait, autant légalement il avait le droit. C'est ça le truc en fait. Donc c'est peut-être de l'amateurisme et je suis d'accord avec toi. De toute façon, quand t'es gros comme ça, il faut pas autant t'exposer. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on vienne me dire que Binance n'a jamais mis du BNB en collatéral. Qu'on vienne me dire que Bitfinex, qui avait carrément utilisé de la trésor client pour couvrir l'USDT à l'époque, tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça reste des pratiques qui, ok, on peut dire que c'est de l'amateurisme, mais c'est un amateurisme qui est accepté, toléré par tout le monde dans le monde de la finance traditionnelle, bien avant les crypto-monnaies. Sur ce point-là, effectivement, pour rappeler un petit peu ce qui s'est passé, c'est que suite à la divulgation de CoinDesk... Vous pouvez prendre la parole, c'est toujours gratuit. Comment? J'ai pas entendu, Owen, ce que tu as dit. J'ai pas entendu ce que tu as dit. Sur les deux infos, la première, c'est qu'effectivement, ça date, ce basculement de l'information de CoinDesk qui a divulgué les comptes, et on voyait que dans les actifs, il y avait beaucoup de FTT, et dans les passifs en collatéral, il y avait beaucoup de FTT de la part de Sam Bankman-Fried et de Alameda Research, qui est son autre entreprise qui permet de faire du trading et qui a fait beaucoup d'acquisitions ces derniers mois suite à la suite du FTT, pour donner un peu de contexte. Et c'est en fait ce biais-là duquel vous parle Julien et sur lequel on est en train de débattre, qui aurait pu être un point d'attaque économique, puisque en faisant baisser le cours du token, on a fait baisser la valo, on a fait sauter les collatérales, et donc effectivement c'était dangereux de démarrer là-dedans, et ensuite ça a mené à l'insolvabilité. L'insolvabilité qui a l'air de se creuser, puisque aux dernières infos, et je vous rappelle qu'on a du coup l'article épinglé là, si vous voulez le suivre vraiment sur le papier, le bilan semble s'alourdir. C'est plus 5 ou 6 milliards, c'est 9,4 milliards a priori que recherche maintenant FTX. Donc les due diligence continuent et ça a l'air de se creuser. Donc ça se complique un petit peu. Je te repasse la parole, Owen, tu t'étais exclu. Je te repasse ça tout de suite. Et je passe aussi la parole n'hésitez pas à rebondir, et encore une fois, après, on prend vos questions.
à Bella qui est prof chain chez nous, qui est analyse on-chain, qui va pouvoir justement nous dire là, est-ce qu'on a toujours des retraits en cours, prof chain, est-ce qu'on a des infos on-chain grâce à la transparence de la blockchain sur ces points-là, et puis on n'hésitera pas à rebondir là-dessus en fonction de ce que tu vas nous dire. Si tu as repéré des choses intéressantes, je te laisse la parole. Qu'est-ce que nous dit la blockchain? Hello, juste confirmez, dites-moi si vous m'entendez bien, je veux pas faire de bêtises, je veux pas Ouais, que ça c'est bon, coupe. c'est bon, prof. C'est nickel. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que depuis qu'on a une permission de retrait, là, du coup, ça fait à peu près 30 minutes, 1 heure maintenant, on a du coup des fonds qui sont en train littéralement de migrer et de fuir FTX en fait. Donc on a deux dynamiques. On a des BTC, des Ethereum et des ERC20 qui vont de partout. Et on a des FTT qui sont en train de monter. Du coup là, les fonds sur FTX, on est à peu près aux alentours des 6000 BTC qui restent sur la plateforme, des 16 000 Ethereum qui restent aussi sur la plateforme. Et en termes de stablecoin, il nous reste à peu près 76 millions de valeur en dollars de stablecoin, avec environ 52 millions d'USDT, 9,7 millions d'USDC, et l'USDC est en train de partir à une vitesse plus rapide que l'USDT pour l'instant. Les adresses qu'on voit, il y a l'adresse FTX 1 et 2 dont avait parlé Owen il y a juste un instant. Du coup, l'adresse FTX 1, elle s'occupe de tout ce qui est ERC20, du coup USDT, USDT, USDC et des altcoins. L'adresse FTX 2, elle est en train d'envoyer des Ethers à tout le monde. Et on avait parlé il y a un instant du coup d'adresses qui avaient des comportements relativement suspicieux. Il y a 3 adresses que je viens de noter là. Il y a une adresse qui est potentiellement liée à Binance où on a eu plus de 400 000 USDC qui sont arrivés en moins de 40 minutes. Il y a 40 minutes en fait en réalité. Et ensuite, on a une deuxième adresse qui a quasiment plus de 10 000 dollars en USDT qui arrive avec une fréquence assez incroyable. Là, la dernière transaction, elle date d'il y a 46 secondes, mais les autres, c'est il y a 1 minute, il y a 3 minutes, il y a 4 minutes, il y a 16 minutes. Du coup, on a une fréquence relativement privilégiée. Et une troisième adresse qui, elle, reçoit que des altcoins, mais dans des grands montants. Du coup, on a des 1000 immutables, on a du 600 Decentraland, on a du 35 Uniswap, des choses comme ça. Donc, on a certaines adresses qui vraiment ont une permission de pouvoir retirer qui est potentiellement plus forte que d'autres. Il est trop tôt pour pouvoir réellement les lier à certaines entités à mes yeux, mais ça va être à suivre. Et en effet, les retraits sont effectifs. On dirait qu'il y a des personnes qui sont plus capables de retirer que d'autres ou de recevoir plus que d'autres, en effet. Et du coup, la liquidité sur FTX est littéralement en train de s'enfoncer. Il y a de moins en moins de BTC, d'Ether, de RC20. Et tout le monde essaie de dumper ses FTT pour le coup sur FTX. Est-ce que tu as des infos sur là où c'est parti? Est-ce que Will, j'ai vu débrancher le micro ou d'autres? Est-ce qu'on a eu plus d'infos par rapport à il y a une demi-heure où on se demandait si ce n'était pas des gens privilégiés du cercle proche de SBF qui ressortaient? Est-ce qu'on a plus d'infos là-dessus? Pour l'instant, c'est encore trop tôt pour recouper. Je pense qu'il va falloir attendre encore un petit peu pour avoir des infos plus concrètes et pas forcément tirer dans le vent. Mais il y a moyen. Après, c'est des suspicions qui sont faciles à faire. Et je pense qu'il va falloir être prudent là-dessus. Donc, à méditer, à voir et attendre encore peut-être 1 heure ou 2 pour avoir des infos complémentaires. Il y a une autre news qui vient de tomber au-delà des 9,4 milliards, donc le bilan qui s'alourdit comme tu l'avais annoncé juste avant, d'après Reuters. Donc, SBF serait en train d'envisager de lever des fonds, donc 1 milliard auprès de Joe Sitson, donc le fondateur de Tron, 1 milliard auprès de la plateforme OKEx, un autre milliard auprès de Tether et environ 2 milliards auprès d'un consortium de fonds d'investissement. Donc tout ça, ce sont bien sûr des propositions. Il n'y a absolument rien qui est fait, aucune promesse. Hein. C'est même crédibilité entre guillemets que le fameux accord non engageant qu'avait effectué du coup Binance envers FTX. En tous les cas, a priori, il essaye entre guillemets de sortir les doigts de là, vous savez, pour attraper sa connerie. Après, est-ce qu'il va y arriver et sauver les utilisateurs? Ça, c'est une autre certitude. Mais enfin, je serais vous, je resterai quand même prudent et essayer de gérer vos émotions et de ne pas réagir avec trop de joie lorsque vous allez du coup découvrir des nouvelles news comme ça, tout comme la partie des retraits. Voilà, enfin, à mon avis, ça va être assez compliqué, comme le disait Owen, de pouvoir récupérer tout ça. Donc, restez pragmatique avec ça. CM, du coup, ton pote et tes potes de SBF aussi, quoi. On n'a pas les mêmes connaissances pour les 10 millions, dis donc. Ben, je sais pas justement si cette personne est en contact et de toute façon, voilà, j'en dirai pas plus pour des questions à la fois d'anonymat et de retrait tout court. Moi, j'ai fait passer l'information en amont et il s'est avéré que derrière, effectivement, ben, tout le monde a commencé à pouvoir faire certains retraits. Enfin, quand je dis tout le monde, c'est de façon, on va dire,
des gros portefeuilles en tout cas, et bien que on a vu quelques petits montants passer au travers. Après, la question que je me pose, effectivement, il y a le volet où on a la sensation que voilà, c'est en train d'aller chercher 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là, et on a besoin, comme tu viens de le dire, d'approximativement 10 milliards désormais. On n'est plus très loin des 10 milliards. Et pour autant, je me demande si justement ces gros portefeuilles qui avaient des 10, 50, 100 millions sur FTX, peut-être même plus, des demi-milliards et tout ça, n'ont pas passé indirectement un deal avec FTX pour peut-être, je sais pas, plus tard leur rendre l'appareil, pour peut-être prendre des parts dans la boîte en equity s'il y a une relevée de fonds. C'est un peu ce que disait d'ailleurs, je crois, tout à l'heure Julien. Donc, il y a plusieurs tableaux, il y a plusieurs. C'est un vrai 4D chess là qui est en train d'être joué. Pour autant, je mitigerai un peu ce que disait tout à l'heure Owen, qui disait que bon, SBF forcément est un personnage de l'écosystème et tout ça. La plupart de ce qu'on a pu observer, et bon, je ne parle que de ce qu'on a pu observer factuellement, notamment dans la finance décentralisée, quand il y a eu les pools d'incentives pour permettre aux gens de découvrir et d'intéresser les gens à la finance décentralisée entre 2020 et 2021. Tu avais Justin et SBF qui arrivaient avec leur portefeuille public DOX avec des 3, 4, 5 milliards et qui venaient défoncer littéralement la poule entre guillemets des petits gens. Donc au bout d'un moment, je veux bien qu'on essaie de se faire l'avocat du diable et tout ça, mais moi je ne lui trouve strictement aucune excuse. C'est quelqu'un qui est à la base, là aussi sous couvert que je raconte pas de bêtises, Julien, tu m'arrêteras si je raconte des bêtises, mais qui a fait sa pré-fortune avant les cryptos dans de l'arbitrage au niveau soit des stablecoins, soit des échangeurs sur Bitcoin entre l'Asie et les États-Unis, je crois, à cette période. Donc il a commencé vraiment à stacker très très fort. Et derrière, il en a ressorti ces 2 dernières années, FTX, Alameda et tout ce qui va bien. Le dernier point qui me dérange dans toute cette histoire, et j'espère qu'on en fera toute la lumière, c'est est-ce que sur les fonds qui ont été prêtés de FTX à Alameda, un peu pour, j'ai la sensation, leur sauver les miches vis-à-vis de ce qui s'était passé pour UST-Terra, ils ont parié pendant ce laps de temps contre leurs clients, exactement un peu comme dans la finance traditionnelle, des Goldman Sachs l'ont fait à la fois contre les clients et à la fois contre des États. On l'a vu notamment à l'époque pour la Grèce. Donc voilà, c'est des réflexions qui sont, je dirais, assez dirigées négativement, certes, mais là, ce qu'ils viennent de faire, pour moi, c'est impardonnable. Et j'ai la sensation, en fait, qu'on a affaire à des gamins de 25, 28, 30 ans qui sont assis sur leur golden château de cartes avec 10, 20 milliards qui leur poussent entre les mains du jour au lendemain, comme ça, limite en claquant des doigts, et derrière, ils font n'importe quoi. Et j'ai vu quelques trades très bien mieux, on va dire, tournés que ce que je suis en train de vous raconter, puisque là, je parle aussi, comme je disais tout à l'heure, un peu sous le coup encore de cette émotion et de cette fatigue de 48-72 heures sans avoir quasiment dormi. Mais c'est vrai que on a un écosystème qui est magnifique, on a des cerveaux qui sont bien faits, on a des gens qui sont là à développer, la sueur, les développeurs, toutes les personnes qui y mettent leur corps et âme. Et de temps en temps, tu as un mec comme ça, mégalo, égocentrique, Do Kwon, Alex Mashinsky, SBF, qui arrive et qui a décidé que 10, 20 milliards en fortune personnelle, c'était peut-être pas suffisant et qu'il fallait du toujours plus, le grand n'importe quoi, la fuite en avant, d'un point de vue spéculatif. Et ça nous démontre aussi que on a besoin, si on veut faire en sorte que le marché crypto soit celui qu'on espère, c'est-à-dire qu'il se décorrèle quand même un minimum de la finance traditionnelle pour aller vers un nouveau monde, entre guillemets, ou un monde un peu meilleur, on a besoin que ces mauvaises pratiques ne soient pas ou ne soient plus. Quelque part, qu'elles soient condamnées si jamais. Je fais juste un petit pause là sur l'actualité. Yes. Depuis 5 minutes, a priori, avec un accord de l'écosystème Tron, toutes les retraits des tokens Tron sont retirés un pour un de FTX vers des portefeuilles externes. C'est confirmé par plusieurs sources et Clément et l'équipe de Redac viennent de me faire remonter ça. Donc a priori, vous pouvez retirer les tokens de l'écosystème Tron. On continue d'aller voir ce qui s'y passe, mais les retraits de cet écosystème, a priori, sont de nouveau possibles de lever FTX
vers des portefeuilles externes. Donc tout ce qui est TRX, BTT, JST, Sun et HT, a priori, sont possibles de retirer. Voilà pour l'info de toute dernière minute. Yes, ça commencera à 19h30 pour des petites précisions. A priori, ils vont mettre en place un calendrier de fonds. Là, ils vont débloquer 13 millions pour l'instant et ils en débloqueront d'autres dans les semaines à venir. Donc, forcément, vous pouvez. C'est une des portes de sortie. Après, regardez quelque chose également. Soyez conscient que vous n'allez pas forcément récupérer l'entièreté de vos fonds, puisque le prix, du coup, par exemple, du TRX sur FTX est actuellement en train de continuer de grimper comme il avait déjà fait aujourd'hui. On est environ à 0,30 centimes, alors que le cours est plutôt aux alentours des, des 0,5 centimes, des 0,05 centimes hors de cette plateforme-là. Donc, même si vous allez les sortir à 1 pour 1, vous n'allez pas récupérer l'entièreté de votre capital, mais si on peut sauver une partie, c'est toujours bien. Ouais, exactement. Donc 19h30, on vous tient au courant. Encore une fois, on a épinglé l'article là pour qu'on vous accompagne dans cette aventure. Julien, tu souhaitais rebondir sur CM et Owen était pas totalement d'accord avec toi. CM, il va revenir pour nous donner son point de vue dans quelques minutes. Alors moi, c'est pour rebondir sur CM et sur ce qu'a dit Owen. Je pense qu'en fait, il y a des deux côtés. En fait, il y a une bonne analyse de la situation. Mais encore une fois, les gars, on n'est pas on est dans la cour des grands, en fait. On n'est pas dans le bac à sable. À l'heure actuelle, ce qu'on raconte et ce qui est en train de se passer, c'est exactement ce que la finance traditionnelle nous envoie sur les marchés constamment. C'est exactement ce que le retail, ce que le citoyen lambda vit depuis depuis des centaines d'années. En fait, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que l'ensemble des acteurs qui sont en train d'opérer sur cette merging acquisition, sur les différentes pratiques qui sont en train d'effectuer sur les marchés, c'est des choses que la finance traditionnelle fait depuis de nombreux temps. Et là, en l'occurrence, les gens qui sont aux commandes de grandes banques, attendez, mais 2009, les gars, la crise des subprimes, le marché qui s'est écroulé. Je voulais vous rappeler qu'est-ce qui s'est passé sur la crise des subprimes. C'était un système qui était monté pour incentiviser les banques à vendre des prêts à des emprunteurs qui n'avaient pas la capacité de rembourser. C'était le fait d'aller. En fait, ils étaient récompensés sur le nombre de comptes bancaires qu'ils ouvraient, donc le nombre de prêts qu'ils ouvraient à une clientèle sur des maisons, pour acheter une baraque, sur des choses qu'ils n'étaient pas capables de rembourser. Donc en fait, à la fin, le credit rating augmentait. Mais ce n'était pas en fait sur la capacité de remboursement que les banques étaient récompensées, c'était sur l'ouverture de compte. Et ce qui a fait complètement chuter l'économie mondiale. Mais en l'occurrence, cette pratique, c'est bien au-dessus de ce qui s'est passé avec SBF, qui a imprimé son propre token, qui l'a leveragé, qui l'a déposé dans des banques, dans la DeFi, pour ensuite après la leverager, pour reprendre des tokens, pour aller voir les institutions, pour refaire des emprunts et après pour potentiellement lever 5 à 6 milliards d'argent. C'est comme a dit Owen, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est ce que tout le monde fait, c'est la pratique courante dans la finance traditionnelle et c'est l'ensemble des acteurs de la finance décentralisée, des pseudo-acteurs qui agissent sur la finance décentralisée, comme les différents exchanges qui ont fait ces pratiques. En l'occurrence, ce qui est important pour nous en termes de communauté et de builder, et ce qui est extrêmement dangereux, c'est que nous, on construit une technologie qui, à l'occurrence, et ça qui est super important, qui n'a pas encore montré de faille, qui est toujours là, qui fonctionne toujours, la blockchain fonctionne toujours, les différents échanges décentralisés comme AV, comme Curve et d'autres projets fonctionnent toujours. Si vous ne remboursez pas, vous êtes pénalisé, vous êtes slashé, vous vous faites liquider. En l'occurrence, dans la finance traditionnelle, si vous ne remboursez pas, vous pouvez toujours faire des petites magouilles et avoir des deals préférentiels pour pouvoir après, ensuite, encore une fois, lever de l'argent. Et là, en l'occurrence, ce qui est en train de se passer sur FTX, avec les news qu'on voit qui arrivent à compte-gouttes, c'est qu'en fait, je pense qu'il y a un deal que Sam se retrouve épinglé à le couteau sous la gorge, parce que là, en fait, on parle vraiment de sanctions, non pas qu'économiques, on parle aussi de sanctions légales qui peuvent amener à la prison potentiellement, puisqu'en fait, vous avez quand même détenu de l'argent de particuliers, vous avez utilisé à des fins propres, notamment avec le fonds Alameda. Donc, on parle quand même de grosses pratiques qui sont des pratiques criminelles. Donc, qu'est-ce qui est en train de passer? C'est qu'en fait, il est en train de lever de l'argent pour pouvoir arriver à rembourser toutes les personnes qui ont déposé de l'argent via les exchanges ou via Alameda. Et comme ça, en fait, il peut arriver déjà à s'enlever une énorme épingle du pied. Mais il faut pas se leurrer. L'ensemble des pratiques qu'on voit, c'est des pratiques qui sont très courantes dans la finance traditionnelle. Et c'est pour ça en fait, qu'on construit la finance décentralisée. Sinon, ça ne voudrait pas la construire. Mais ça arrive tous les jours dans la TradFi. Et nous, ce qu'on veut faire dans la finance centralisée, c'est en fait enlever ces pratiques. Mais quand on n'aura pas arrêté les personnes qui puissent utiliser la DeFi à des fins propres, parce qu'en l'occurrence, c'est quoi? C'est que l'ensemble des personnes dans l'extérieur de la DeFi
l'ensemble des personnes à l'extérieur de la blockchain, institutionnels, retail, voient la DeFi comme un élément qui a échoué. Ils nous prennent pour des clowns. Or, en l'occurrence, c'est pas nous en fait qui avons fait des mauvaises pratiques. C'est les personnes du monde de la finance traditionnelle qui ont utilisé les produits de la DeFi pour pouvoir accélérer un enrichissement personnel et ensuite après arriver à la trigger des choses dans la TradFi. Mais Sam, je suis pas d'accord avec toi, Siem. Sam, moi je connais, j'ai discuté avec lui, c'est un personnage intéressant, c'est un personnage très doué, et oui, il faisait de l'arbitrage dans les hedge funds, oui, il faisait ses pratiques, mais ça, en fait, c'est pour équilibrer le marché, c'est pour faire des trucs comme ça, liquidation. Oui, à la fin, vous pouvez être considéré comme un mauvais acteur, mais sans ces acteurs-là, il n'y a pas de finance, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de choses comme ça. Après, est-ce qu'il a eu un appât pour le gain? Et notamment, il est devenu riche très rapidement et monté en puissance, et je pense qu'il avait aussi une vue sur la politique peut-être au niveau États-Unis. Donc forcément, je pense qu'il a eu des ailes qui ont brûlé et il a fait des pratiques qui n'étaient pas censées être faites. Mais derrière, faut pas. CZ, il est bien plus intelligent. CZ, il sait exactement ce qu'il fait. Et penser qu'il est meilleur que SBF sur ce plan-là, je pense que c'est se mettre les doigts dans le nez. Donc voilà. Après, non, mais je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Le seul truc, moi, qui me dérange, c'est qu'on peut trouver une corrélation, un point commun aux trois personnages qui ont fait s'effondrer l'écosystème cette dernière année. Tu as Free Arrows Capital, les mecs, toute la journée, ils étaient en train de lancer des pics sur Twitter en mode on est les rois du monde. Tu avais SBF, c'était à peu près la même musique, et Do Kwon, n'en parlons pas. Donc, si c'est ces gens-là qui représentent les gros de l'écosystème et qu'on ne peut pas du tout avoir confiance Justin Sun, dans les grands... je vais dire, Justin Sun, pour information, est un sociopathe. Il a été détecté, c'est un sociopathe, c'est une personne extrêmement dangereuse. Moi, je connais la pillée de Justin Sun, donc j'avance pas des trucs comme ça en complot, en théorie du complot. Hein. C'est des personnages qui sont extrêmement dangereux. Donc forcément, quand tu as ces personnes-là qui vont s'amuser à sauver une des plus grosses plateformes d'échange au monde, bah oui, ça donne pas un bon écho à l'écosystème. Et c'est pour ça qu'on doit focaliser notre attention, notre temps et le fait qu'on build des projets DeFi qui ne peuvent pas être en fait collapse par l'interaction, par l'activité de ces personnes mafieuses, criminelles. Et donc après, là, on se rend en fin de compte en fait que les acteurs qui sont au-dessus de nous, parce qu'on est directement touchés, et non pas en fait avec la macroéconomie, avec les systèmes de politique que les gens n'ont pas forcément d'interaction directe. Là, on se rend compte en fait que oui, les gens qui sont au top, c'est pas forcément les personnes qu'on voudrait avoir autour de la table, quoi. Après, souvent, dans une certaine échelle et dans une grosse ampleur, on commence à rentrer dans un jeu du culte de la personnalité, hein, que ce soit du Justin Sun, que ce soit du Do Kwon, que ce soit du SBF. Enfin, quand tu compares, CM, Do Kwon et SBF en disant qu'ils faisaient tous les deux les dieux sur Twitter, Do Kwon se prenait pour un dieu sur Twitter. SBF, c'était quand même pas la même musique, tu vois. Donc, plutôt d'accord avec toi sur le truc qu'il y a certaines de ces pratiques qu'il faut arrêter, mais ce ne sont pas que des pratiques crypto, c'est les pratiques de la finance en général. Et surtout, quand tu dézoomes, il y a quand même une différence à catégoriser un amateur quand on parle d'SBF et qu'on dit c'est un petit garçon qui joue dans un bac à sable. J'aimerais bien avoir que des petits garçons avec ces compétences-là quand même. Ah non, c'est pas toi, c'est CM, tu en as parlé avant. Mais en attendant, c'est sûr que quoi qu'il arrive, je dis l'inverse. Qui est très triste, c'était CM. Non, je suis plutôt d'accord avec le fait, pour moi, je pense vraiment que Sam est très très costaud. Je pense juste que quel que soit le niveau et quel que soit le niveau de pertinence, il y a toujours un plus gros requin que toi et tu peux te faire péter la mâchoire par n'importe qui en fait. Non mais là en fait clairement il s'est fait brûler les ailes. Clairement là, il a acheté le stade Arena, il voulait arriver dans les partis politiques, il voulait potentiellement faire des choses. Je pense que voilà, et après il voulait faire un deal avec Twitter. Moi par exemple ce qui se pose énormément de problèmes sur une plateforme comme Twitter, ou sinon c'est une plateforme avec où on veut en fait échanger librement et c'est ce que Elon Musk arrive à pousser. Il a quand même accepté 500 millions de dollars, un demi-milliard d'investissement de CZ. Il faut savoir que maintenant là, la crypto n'est plus juste la crypto. La crypto arrive à la sphère macroéconomique et ça commence à faire peur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une corrélation, une intersection de l'ensemble des acteurs qui contrôlent la finance tradie, contrôlent la DeFi et aussi maintenant dans la politique. Et ce qui fait qu'on va arriver à des outils qui vont être interconnectés, avec des puissances interconnectées et aussi un système monétaire qui va être en interaction directe. Et donc là, c'est pour ça que nous, on doit être extrêmement méfiants et voir et analyser et lire entre les lignes. C'est ça que moi j'essaie vraiment de demander à tous ceux qui lisent les messages sur Twitter, lisez entre les lignes. Que CZ dit je vais dumper 2,5 milliards,
C'est pas en fait en disant bon bah les gars, j'ai vu les livres de compte et donc je donne 2,5 milliards. Non, c'est que derrière il y a des enjeux. Il a planifié. Il joue même plus au jeu d'échecs. Là en fait il joue au jeu Go où il joue un jeu d'échecs à 5 dimensions. Et en fait il faut arriver à interpréter. Il faut vraiment lire l'ensemble des informations qui sont sur Twitter avec des pincettes et pouvoir analyser les différentes interactions entre les différents acteurs. Moi, ce qui me fait flipper pour tout recroiser entre ce que tu dis, Julien, et les pratiques qui dégoûtent CM, c'est vraiment le moment du comment on fait le jour où c'est la Goldman Sachs, où on va dire d'autres organismes qui sont du grand banditisme financier, qui vont commencer à se positionner dans ce marché-là, quoi. Parce que là, on va avoir des mecs qui font ça depuis 20 ans dans la finance traditionnelle, et pas des gens qui découvrent ça depuis peu de temps, comme un Sam Bankman, par exemple. Là, ça me Après, fait flipper. ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est d'ailleurs je vois qu'il y a quelques de mes comptes qui écoutent, qui ont l'habitude et qui travaillent dans ce milieu ou qui ont travaillé dans ce milieu. Il faut savoir en fait que tu peux être un très bon compte et surtout en fait les comptes, c'est des gars français, hein, ils viennent de Centrale, Polytechnique, de Belle École, tout comme ça, mais aussi d'autres. Euh, Eux, ils peuvent monter des technologies incroyables, mais derrière, ils n'ont pas forcément le contrôle de comment ces technologies sont utilisées. Et c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des gens qui manipulent les marchés, mais derrière, à l'intérieur de ces sociétés, il y a des gens qui vont travailler en laboratoire de recherche, ils vont faire des algos, ils vont actionner certaines dynamiques sur les marchés, mais ils ne savent pas vraiment à quoi ça va servir. Et c'est au-dessus, avec des deals OTC, des pratiques au niveau légal, avec des discussions au niveau inter-exchange, hein, parce que là, en ce moment, apparemment, vous vous rendez compte, c'est quand même FTS qui est un échange indépendant, normalement, puisque Binance n'est plus dedans. On voit qu'il y a des noms comme OKEx, des noms comme Kraken, ou je ne sais plus, d'autres échanges sans dire de mensonges, qui rentrent dans le jeu. Donc potentiellement, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Ils vont essayer de se positionner en contre-puissance d'un Binance, par exemple. Si Sam, avec le dernier tweet qu'il a écrit, son dernier post, voilà, c'est très clair son post, qu'il y a eu un acteur, un ami à lui, ou pseudo, je ne sais plus comment il a mentionné ça, qui l'a trahi. Bon voilà, il ne faut pas non plus chercher midi à 14h. On pense tous que c'est cette personne. Après, peut-être qu'on se trompe. Mais là, directement, lui, il va essayer d'allier avec lui des contre-pouvoirs. Et quand vous avez un des plus gros exchanges qui est situé, qui est censé être américain, quand vous avez la Chine, ou Binance, pas trop, qui s'interfère avec la politique interne ou économique ou monétaire d'une plus grosse puissance américaine, là, on n'est plus du tout dans la cour des bacs à sable. Là, on est vraiment au niveau macroéconomique, avec une puissance monétaire, comment l'argent va être distribué sur les différents pays dans le monde, comment l'argent va être utilisé et quels seront les acteurs qui seront aux commandes de la distribution de ce flux monétaire. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant. Donc je pense que SBF, à l'heure actuelle, il est seulement peut-être backé par la SEC, même si la SEC est en train de l'attaquer, ou des acteurs VC qui sont en train de regarder comment arriver à sauver FTX, parce qu'il y a des acteurs externes qui essaient d'attaquer le système monétaire américain. Et c'est là-dessus où on rentre. Ça, effectivement, sur une grille de lecture géopolitique un peu dézoomée, c'est peut-être un peu compliqué de l'avoir aujourd'hui parce qu'elle est très récente. Et puis en même temps, la difficulté première, c'est de comprendre comment. Effectivement, on peut aussi parler de George Soros et l'attaque de la Banque d'Angleterre sur des problématiques d'une partie similaire en tant que puissance qui attaque les autres. Bon, on est d'accord. Là, il y avait une difficulté supplémentaire factuelle qui est qu'a priori, il manquait 4 et puis maintenant 9 milliards et peut-être plus derrière parce qu'il a l'air d'avoir fait le swap avec l'argent des clients si ça tend vers cette dimension-là. Mais effectivement, si dans le narratif global, on peut parler des monnaies numériques de banque centrale, de cette guerre déjà étatique et de ces deux grosses puissances qui courent l'une après l'autre et qui pourraient se faire doubler, effectivement, c'est un narratif supplémentaire sur la grille de lecture. Je voulais juste répondre à une question ou deux, notamment sur la différence entre FTX et FTX US. Je sais qu'elles n'étaient pas régulées de la même manière, donc effectivement, ceux qui sont sur FTX US ont plus de facilité à retirer et à déposer leurs fonds que sur FTX Global Monde qui n'était pas régulé de la même manière. Will, je sais que tu avais plus d'infos, c'est toi qui as suivi ce dossier-là un peu plus que moi. Est-ce que tu as plus de précision à apporter dans cette distinction-là? C'est-à-dire que ceux qui sont aux US peuvent, a priori, s'ils étaient inscrits sur la plateforme US, y accéder, ou Owen, je te vois démuter. Non, je dois me sauver, donc je voulais juste dire au revoir à tout le monde. Merci d'être passé, Owen, en tout cas, trop cool. Merci tout le monde, ciao. Salut, à plus. Et Will, du coup, je sais pas si tu avais plus d'infos. Non, j'ai pas forcément plus d'infos que ça sur la différence de régulation qu'il y a entre les deux. Après, SBF ne fait que matraquer dans toutes ses communications, comme quoi les assets qui sont présents sur FTX sont safe, qui sont backés à du 1 pour 1, que voilà, tout le monde peut, s'il le souhaite, les retirer sans souci, qu'il n'y aura pas les mêmes problèmes de liquidité qu'on a eu sur le FTX
mondiale qu'on connaît tous. Parce qu'en fait, ce qu'on a eu à faire, c'était tout simplement un bank run. C'est exactement la même chose qu'on a eu, qui s'est passé en Chypre, en Grèce ou autre, et que malheureusement on pourrait également avoir dans d'autres mesures et d'autres impacts bien sûr dans nos banques traditionnelles. Hein. C'est tout simplement ça, ils n'avaient pas assez d'actifs de disponibles par rapport au nombre de clients qui retiraient. C'est pour ça que c'est tombé aussi rapidement. Enfin, c'est quand même assez effrayant, comme Stan le disait, ce niveau d'amateurisme et de puissance qui a été confié de la part de ces exchanges. Au-delà de ça, on a eu des petites annonces. Enfin, il faut les prendre avec des grosses pincettes, hein, mais on aurait du coup, attendez, j'ai mangé son nom, le président de la SEC, hop, Gary Gary. Gensler, Gensler. exactement, notre cher Gary. Donc on aurait une accusation de Tom Emmer qui est un représentant du coup de la chambre, d'une des chambres aux États-Unis, d'un parti républicain qui accuserait, ou enfin du moins qui émettrait des accusations comme quoi SBF et FTX auraient travaillé sur des failles juridiques pour obtenir certains avantages ou monopoles réglementaires en étroite collaboration avec la SEC ou Gary. Alors cette info est bien sûr pour l'instant encore à vérifier, elle est extrêmement grave. Vous vous en doutez, on parle quand même des gendarmes de la bourse américaine. Mais voilà, une chose est sûre, comme on le disait, la lumière sur cette affaire va prendre encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'être faite. On ne connaît pas encore toutes les conséquences que ça va avoir, les différentes ramifications. On a vu que certains partenaires français qui étaient dans le milieu, malheureusement, ont été concernés sur une partie. Il y a certains autres comme Just Mining avec Owen ou Swissborg qui ont prévenu leurs clients comme quoi là-dessus il n'y avait pas de ramification, ça n'avait pas été impacté. Moi ce que je voudrais savoir Justine, c'est si sur cette dernière semaine, est-ce que les régulateurs vous ont contacté par rapport à cette affaire et si c'est le cas, du coup enfin, quelle a été un petit peu leur demande ou leur requête? Alors, je suppose que Justine, c'est moi. Ouais, pardon, Faustine, j'étais en train de dire. Pas de problème. Alors, pas encore. On sait que les régulateurs se préparent à approcher les acteurs, mais pas encore. Donc, c'est qu'une question de temps et c'est normal puisqu'ils l'avaient fait déjà du temps de l'affaire Terra. Et donc ça, c'est on peut dire un avantage en termes d'information et puis derrière d'information client. Que les régulateurs et l'écosystème français soient ainsi connectés et puissent dialoguer. Donc en soi, ça va permettre certainement de rassurer. Et c'est quelque chose qu'il va falloir à terme généraliser au niveau européen quand la réglementation sera mise en place et que l'ensemble des régulateurs seront aussi bien connectés avec leur industrie. Donc ça ne saurait tarder et bien sûr, il y aura des questionnements afférents à ce qui se passe. Ouais, ça coupe chez Faustine. Elle m'a dit qu'elle prenait le train il y a quelques minutes. Donc, effectivement, là, ça bug vraiment. Donc, je crois que ça bug moins au global, si ce n'est presque plus du tout. Je sais que ça avait un peu de mal au début. Encore une fois, je précise que ça venait de Twitter et pas de nous. Sur l'affaire Terra Luna, qui est l'élément déclencheur, ta grille de lecture, Julien, sur la ramification, on a bien compris que autant c'était peut-être complexe avec l'UST au début de se dire il y a des cadavres cachés dans les placards. L'un des placards et l'un des gens qui s'amusaient à dire qu'il y avait ces cadavres, en fait c'était SBF et Alameda Research et aujourd'hui FTX, justement dans les ramifications. On sait que voilà, SBF était aussi partie prenante dans Solana. On a vu le token beaucoup baisser, on a vu certains projets en danger. Toi qui es aussi du côté VC, c'est une de tes casquettes. Est-ce que tu peux aussi avoir peur sur très vite, là, dans quelques semaines, des projets qui avaient des promesses d'aide ou qui sont aujourd'hui au capital, ou duquel SBF est au capital et qui pourraient faire défaut très prochainement? Alors, dans le côté investissement, je pense pas que ça pose énormément de problèmes, dans le sens où, forcément, dans un bear market, les gens vont se serrer la ceinture et le focus va se faire sur construire et ship des nouveaux produits. Donc, au contraire, on l'a vu même pendant la période du Covid, il n'y a pas forcément énormément d'investissement et pourtant, c'était la période la plus florissante de l'écosystème de la DeFi. Donc, nous, au contraire, c'est pas forcément quand il n'y a pas beaucoup d'investissement
En l'occurrence, c'est même pas quand il y a beaucoup d'investissements, qu'il y a beaucoup de produits qui sont cheap. On va dire qu'il y a beaucoup de produits très mauvais qui sont cheap quand il y a beaucoup d'investissements, c'est surtout ça. Et surtout, en fait, sur le système américain, ils ont tendance à investir sans vraiment regarder dans quoi ils investissent. En Europe, on est plutôt assez méfiant sur les différents projets. C'est pour ça qu'on fait énormément de diligence et on fait passer énormément de différents niveaux de scrutinité, ce qui fait forcément investir dans beaucoup moins de projets. Mais à l'arrivée, on a quand même beaucoup plus de projets quali. Et c'est pour ça que je pense que la France, et c'est super, on est vraiment comme le futur of finance. On est vraiment très bien positionné dans la DeFi. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on fait une étude très sévère sur l'ensemble des différents projets. Et on essaie d'accompagner au mieux les différents projets. Donc, je pense pas que ça va poser énormément de problèmes. Dans ce qui a vraiment problème et ce qui va se cascader, pour l'instant, on parle vraiment du haut de l'iceberg, de FTS qui est en train de tomber. Mais ce qui est intéressant, c'est sur les emprunts que SBF a pu donner. Dans la finance tradie, ces emprunts ne sont pas forcément à 100% direct. On fait ce qu'on appelle des calls. Donc, on peut, par exemple, donner une première tranche de 10%, une deuxième tranche de 20%, choses comme ça. Et donc là, c'est plutôt en fait sur des gros projets, des gros exchanges, notamment ce qui a pu se passer avec True Hero Capital ou Celsius ou BlockFi. Quand un est tombé, plusieurs sont tombés par la suite. Or, ces projets-là ont aussi énormément de collatérisation au niveau de la trésorerie ou ils ont énormément de trésorerie de crypto et donc ils pourraient être amenés à liquider certaines positions. On peut voir que par exemple MicroStrategy aurait 2 milliards de pertes sur, je crois, ce dernier trimestre ou sur l'année, ce qui est impressionnant. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, soit vous faites un OTC, soit vous trouvez des acteurs pour pouvoir racheter à un certain discount votre trésorerie, soit vous liquidez sur les marchés, ce qui pourrait potentiellement pousser à la baisse. Voilà, c'est pas pour avoir un écran assez noir, voilà, une étude assez noire de la situation. Moi, je suis assez d'accord avec CM là-dessus, c'est que je suis assez étonné sur le marché. Oui, le marché s'est écroulé 30-40%, mais c'est pas non plus la dernière qu'il y a eu, je crois que c'était après les ICO, choses comme ça, où là le marché est tombé de moins de 80%. On avait quand même retrouvé Ethereum dans les $120, donc c'était assez impressionnant. Là, j'ai l'impression que le marché il est quand même beaucoup plus mature, on est beaucoup plus connecté, et j'espère que le retail va arrêter, et j'espère que c'est pas CZ qui va gagner encore une fois sur ce domaine, mais que le retail va arrêter de déposer en masse, ou alors la majorité de ces cryptos sur les échanges centralisés, même si l'UX, l'user interface, l'user experience est beaucoup plus simple, mais commencez vraiment à utiliser les produits de la DeFi, parce que quand vous utilisez un échange centralisé, à la fin de la journée, vous utilisez l'échange qui est un intermédiaire pour des produits décentralisés, et lui, en fait, il se fait de l'argent par rapport à vos dépôts, par rapport à votre activité sur ce projet. Or, si vous déposez dans la DeFi, il faut savoir que l'ensemble économique, de la valeur économique qui est faite sur ces différents produits est redistribué aux acteurs qui participent dans ces produits. Donc, c'est un changement de paradigme et j'espère que le retail va s'en apercevoir et non pas en fait fuir et retourner dans la tradi, qui est beaucoup plus, comme on l'a démontré auparavant, qui est encore beaucoup plus toxique. Et effectivement, sur ces points-là, le fameux note sur Keys, note sur Bitcoin, et c'est important de le préciser, il y avait une information intéressante, puisque en fin de journée hier, certains serveurs d'accès de Ledger Live ont eu du mal à suivre parce que les retraits étaient tellement énormes et que on a vu les serveurs de Ledger ont eu du mal à suivre, et même les achats de Ledger ont été à un pic important dans la nuit. Donc c'est toujours dans la douleur qu'on apprend les difficultés et les leçons, mais en tout cas voilà, effectivement, ce point a déjà été entendu sur le terrain par Ledger et les clients. Je ne sais plus si c'est CM qui disait ça ou Asher. Il y a un aspect important de tout ce qu'on est en train de vivre, c'est voilà, après ça fait toujours mal d'entendre ces choses-là, mais c'est mieux que ça arrive maintenant que plus tard. C'est-à-dire en fait, donc ça c'est un premier aspect, donc oui forcément le fameux no pain no gain, et ensuite le concept du oui mais ils utilisent la DeFi et ils sont méchants. Or, si vraiment la vision de la blockchain et ce concept de finance centralisée ou ce concept d'accessibilité pour tous, de transparence et aussi de censorship résistante, si vraiment c'est ce qu'on est en train de construire, alors en fait on devrait s'en moquer d'acteurs externes qui utilisent la DeFi à des mauvaises fins, parce qu'en fait si le système est correctement construit, correctement robuste et qu'il est distribué à tous et qu'il ne peut pas être stoppé, normalement des acteurs tradis ils pourraient faire n'importe quoi à cette DeFi, ça n'aurait aucun impact. Or là, en l'occurrence, pourquoi? C'est parce qu'en fait, le lobby est encore extrêmement puissant,
les chaînes d'information non crypto, comme ici, où vous faites un travail extraordinaire, ils vont communiquer comme quoi la blockchain s'est fait hacker, comme quoi Ethereum s'est fait hacker, comme quoi Bitcoin s'est fait hacker. C'est exactement comme moi ce que j'ai connu dans les débuts, notamment avec Mt. Gox. Apparemment, Mt. Gox qui avait perdu. Donc ça, c'était aussi important. Et la magnitude à la réalité, c'est parce qu'on a beaucoup plus d'utilisateurs et la TVL ou Ski Aztec est beaucoup plus important. Mais il faut savoir que Mt. Gox détenait 80% du marché des bitcoins qui ont disparu du jour au lendemain. Vous vous rendez compte, si du jour au lendemain, on parle de 2 trilliards, ou maintenant on parle de 1 trilliard ou même voire moins de 100 milliards, du jour au lendemain, vous avez 80% qui disparaît, qui est hacké. Donc là, l'ordre de magnitude dans les faits est beaucoup moins important, mais vu qu'en fait il couvre beaucoup plus d'utilisateurs et il est beaucoup plus normal de parler de crypto et de blockchain, c'est beaucoup plus accepté au niveau institutionnel et au niveau de la télé et des médias. Donc là, forcément, la boule de neige, elle est beaucoup plus importante et elle impacte beaucoup plus d'acteurs. Oui, mais attention, tu vois, parce que je suis pas très à l'aise avec le fait de mettre tout le monde dans le même panier. Quand tu dis, bon, la DeFi c'est bien, la DeFi c'est pas bien, je pense qu'il faut absolument qu'on J'ai jamais dit ça. parte J'ai jamais dit ce ça. message. J'ai Ok, jamais- mais il faut j'ai jamais dit ça. absolument pas, parce que les efforts de réglementation ont d'abord porté sur la DeFi, en tout cas au niveau européen. Que c'est d'ailleurs les PSAN qui ont été les premiers réglementés. Je pense que c'est une opportunité, ce qui se passe pour les institutionnels et les régulateurs sur la DeFi, de comprendre enfin l'opportunité et l'intérêt en fait de l'asset custody, de la décentralisation. Et pour le coup, ça, en Europe, on doit encore faire le travail maintenant. Donc, à la limite, ça peut avoir un impact positif de ce côté-là. Là où sur les self-hosted /hosted wallets, il y a eu beaucoup de débats qui ont porté sur des règles extrêmement contraignantes et il faudrait absolument pas, il faudrait absolument pas que, en fait, il faut plutôt qu'on porte le fait qu'une réglementation ne devrait pas désinciter l'utilisation de la le recours à la self-custody, parce que l'on voit effectivement que si tu as un acteur qui est défaillant, ça serait quand même pas mal qu'on ait des wallets, etc. Donc, je pense que là, pour le coup, on a une opportunité de faire passer des messages et de faire comprendre des opportunités que les régulateurs n'avaient pas forcément saisies, et là où il y a encore des débats à mener au niveau européen. Ah, mais je pense, au contraire, je vais même dans ton sens, Faustine, si tu lis l'ensemble des choses que j'ai pu écrire sur le domaine public ou même les différents panels que j'ai participé, moi je suis persuadé qu'il faut une régulation forte, une régulation qui protège les utilisateurs de la finance décentralisée et de la finance, la corrélation entre la finance centralisée et la finance décentralisée. Moi je suis persuadé que c'est en travaillant main dans la main qu'on va pouvoir mettre enfin à plat l'ensemble des activités malsaines qui sont opérées, notamment ce qu'on vient de voir avec FTX. Et pour moi, la DeFi, la crypto et la blockchain, permet d'aider les gouvernements et la régulation à pouvoir servir leurs citoyens pour lesquels ils ont été élus. Et en fait, ça, de potentiellement, d'enlever les acteurs malaisants, comme par exemple certaines banques, parce qu'en fait, si par exemple la Banque centrale européenne ou les banques centrales, la Banque de France pourraient parler directement à ces citoyens pour offrir des services, ça serait super. Donc au contraire, non, moi, je suis persuadé qu'il faut, et j'essaye, il faut parler avec les régulateurs. Et si par exemple on voit les activités qui sont en train de se passer au niveau FTX, Celsius, Truro Capital, ces différents projets qui utilisent la DeFi à des fins un peu criminelles, ce qui s'est passé, c'est parce qu'en fait on a un manque de régulation. Et en fait, le problème, je pense, dans cet écosystème, c'est qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas de régulation. On dit qu'il faut une régulation qui soit innovante et non qui s'amuse à faire du censorship. Et c'est là-dessus, en fait, donc, pour pouvoir arriver à ces choses-là où la régulation permet d'accompagner les innovateurs et non pas que la régulation se fasse passer pour une entité innovatrice, parce que ce n'est pas du tout ça qu'on espère de la régulation. Si on arrive à faire passer nos messages et qu'ils comprennent que la crypto, la blockchain et ce qu'on est en train de construire va participer à cette nouvelle essence économique et sociétale, là-dessus on aura gagné. Mais il faut qu'ils nous accompagnent et qu'ils nous comprennent et non nous jugent. Non, mais du coup, je pense qu'on est absolument d'accord, et je pense que là où il y a quelque chose à faire sur cette affaire, c'est d'expliquer qu'en aucun cas, ce sont les fondamentaux technologiques qui sont la cause de tout ce qui se passe et que les opportunités sont toujours les mêmes. Et ça, il faudrait certainement que dans la couverture qui est faite, on accentue là-dessus autant, je dirais, que effectivement sur les détails qui s'est passé. Exactement, c'est les acteurs, c'est les projets qui montent, c'est l'humain qui monte des projets sur cette technologie qui est inviolable, qui est impénétrable, qui ont une défaillance, et non pas la technologie qui permet de servir ces différents projets. Et je pense qu'au niveau retail, et c'est pour ça que j'avais vraiment accentué sur cet aspect, que quand un projet se fait hacker
notamment dans la DeFi ou dans la CeFi, notamment FTX, le message qui va être véhiculé sur les réseaux sociaux et sur le domaine public, ça va être que la blockchain, que la crypto, c'est une fraude, c'est un scam, et ça a échoué. Alors qu'en l'occurrence, c'est complètement l'inverse. C'est les acteurs, d'une certaine façon, associés à des acteurs criminels, qui ont construit des projets, qui ont participé à leur enrichissement personnel en utilisant cette technologie qui est super et qui a pas du tout qui a fonctionné correctement. Je fais la passe sur effectivement la réglementation parce que du coup, vous l'avez compris, Faustine est dans les transports, mais sur les différentes évolutions réglementaires, là où ça prend en tout cas une bonne tournure, c'est que la finance décentralisée a été exclue. Là, on l'a vu, on a fait un paquet d'articles là-dessus sur Cryptos de Mika, donc Marketing Crypto Asset, qui aurait pu la condamner, où il fallait potentiellement à un moment, en tout cas, les régulateurs s'interrogeaient à ce que les entités décentralisées, comme peut être Curve, et je sais qu'il y a de la core team, Julien de Curve, d'avoir un QG en Europe, par exemple, pour pouvoir émettre des services. Ça, on est sorti de là. Effectivement, ça doit être une opportunité et ce sera le travail justement de Faustine de l'ADAN, qui est donc l'Association de développement des actifs numériques, de porter ça auprès du régulateur pour qu'il différencie la bêtise d'un homme et la technologie qui change le monde. Si on veut, en gros, grossir le trait, si je dis pas de bêtises, Julien, c'est Exactement. ce que je pensais. Exactement. Mais ça, c'est extrêmement compliqué. Hein. Je ne sais pas comment on peut arriver à passer ce message, que en fait, même les Tout à fait. institutions, les gouvernements, les nations comprennent que cette technologie va permettre d'accélérer les outils pour pouvoir communiquer et servir les citoyens pour lesquels en fait, souvent les gens pensent que les gouvernements et la régulation et les acteurs qui permettent de construire des choses au niveau nation sont à l'encontre du peuple. En l'occurrence, c'est pas vrai. Et c'est même le contraire. Vous faites l'élection d'une personne qui va devoir vous servir. Le problème, en fait, c'est que cette personne-là devient une marionnette du lobby. Et c'est là-dessus où notre combat doit se faire. C'est sur le lobby, c'est sur les gens qui permettent de pousser certaines actions, comme par exemple les GAFA, pour pouvoir arriver à avoir un retour économique d'une certaine façon. Et c'est là-dessus, en fait, notre combat de se faire. Et donc, si on arrive à convaincre la régulation, les gouvernements, les politiciens, que cette technologie va permettre de les aider, de s'enlever, par exemple au niveau européen, de ces GAFA, de s'enlever du niveau lobby, là on aura gagné un énorme combat. Et ils seront de notre côté à nous accompagner et à réguler et, notamment un des plus gros aspects, à nous protéger. C'est ça qui est le plus important. Exactement. Et du coup, j'en profite pour dire à toutes les personnes qui souhaitent encore une fois être au courant des choses de checker l'article parce que dans 3 minutes, il est 19h30. Donc bon, là, je vais te laisser prof Chain peut-être nous faire un mot là-dessus. Je rappelle que c'est dans le sens de l'article qu'on a épinglé sur la conversation là. À 19h30, certains retraits de certaines blockchains, en l'occurrence issus de l'écosystème Tron, pouvaient retirer en 1 pour 1 les tokens de l'écosystème Tron depuis FTX. C'est un partenariat qui a été annoncé, on vous le disait, il y a une petite demi-heure à peu près. Donc c'était 19h30 heure française, on s'y approche. Est-ce que, prof, tu as plus d'infos là-dessus? Et encore une fois, dans l'article, on vous mettra pas à pas l'étape à suivre. Parce que ça va démarrer dans une demi-heure, il y a un petit process qui doit sortir. Et est-ce que, prof, on voit, avant de prendre une ou deux questions du chat et puis de vous laisser avec toutes ces infos, encore une fois, le Twitter Space est enregistré, donc vous pourrez le réécouter si vous êtes arrivé à certains moments, ou s'il a bugué au début pour vous. Il n'a pas bugué pour l'enregistrement, je vous l'annonce, et c'est trop cool déjà dans à présent. Est-ce que, voilà, prof, on a d'autres mouvements sur la blockchain là, avant de prendre les questions des gens? Alors, pour le moment, personnellement, j'ai pas pu observer d'autres choses. Je suis en train d'essayer de recouper les adresses en fait qui ont été privilégiées d'une certaine manière par FTX pour essayer de voir si on peut pas les lier à certaines entités ou à certains groupes qui seraient liés à FBS, donc SBF. Donc pour l'instant, j'ai pas plus d'infos. Apparemment, il y a des comptes qui sont en train de relayer le fait qu'il y a l'activité sur la blockchain Tron, en effet, que il pourrait du coup avoir des retraits il y a des personnes en fait qui sont en train de préparer des transactions qui du coup vont être lancées d'ici pas longtemps, mais j'attends confirmation encore. Mais je pense qu'il va avoir il va avoir un intérêt sur le réseau Tron dans pas longtemps avec une forte congestion, il y a moyen. Donc effectivement, c'est uniquement de l'écosystème Tron dans un premier temps, parce que partenariat, on vous donne évidemment au compte-gouttes les informations qu'on a. Donc quelle est la nature du partenariat pour que Tron soit la blockchain autorisée à retirer ses fonds? On n'a pas encore le tenant les aboutissants. Encore une fois, checker Cryptos, et dès qu'on l'a, on vous la push et on vous la décrypte. Il y a pas mal de questions évidemment sur la suite des événements, mais bon, ça va être compliqué on en a fait une partie. Je te fais monter Nero.
puisque tu voulais prendre la parole et avoir une question. J'en prends une ou deux aussi du chat. Et puis voilà, on va pouvoir avoir un bon panorama. Merci encore une fois d'être à l'heure actuelle 1700. On est monté à 2300. N'hésitez pas à follow directement les comptes des intervenants si ça vous plaît. CM, Julien, Faustine, Prof, Cryptost, qui est donc le média qui héberge tout ça, duquel je fais partie, et moi, si ça vous intéresse. Presque 10 000 personnes sur mon compte personnel. On va y aller aux 10 000. Je te laisse la parole, Léon. Coucou tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais. Super, alors bon, j'ai suivi un peu, j'ai essayé de comprendre tant bien que mal. En fait, j'ai suivi d'assez loin tout ce qui se passait, donc je précise que je suis un gros novice, hein, clairement, dans la crypto. J'ai, comme pas mal de gens, je pense, investi une petite centaine d'euros que j'ai essayé de faire fructifier un peu. Voilà. En fait, je vais poser une question toute simple. J'aimerais que, parce que je comprends pas du tout ce qui se passe avec chute FTX, est-ce que quelqu'un peut résumer très rapidement ce qui s'est passé, en fait, ce qui se passe complètement, parce que vous avez utilisé beaucoup de termes techniques, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre si finalement c'est une plateforme qui est tombée en faillite, c'est un mec qui s'est fait. Enfin, j'ai pas exactement compris, donc si quelqu'un peut juste me résumer rapidement. Je vais essayer de le faire et si les gars vous voulez compléter. Globalement, ce qui s'est passé, il y a deux lectures à avoir. La première, c'est qu'effectivement la plateforme FTX a aujourd'hui subi une insolvabilité, c'est-à-dire que les personnes qui ont des fonds dessus, qui n'ont pas pu le retirer à temps parce que ça a été coupé depuis 2 jours, n'ont pas pu les retirer. Donc il manque des fonds. Aujourd'hui, on apprend qu'il manque de ces fonds 9 milliards de dollars. En tout cas, c'est ce que la plateforme FTX cherche à lever. Donc ça correspondrait au trou dans la caisse. Ce trou dans la caisse est justement a priori fait parce que le CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, aurait fait un peu n'importe je dis encore une fois, on est en plein dans le truc, donc a priori peut-être fait d'utiliser les fonds des clients pour d'autres choses, ou en tout cas aurait eu justement, c'est l'autre grille de lecture, des appels de marge, c'est-à-dire que en fait il aurait déposé en collatéral un actif qui a perdu beaucoup de sa valeur. Donc là, il a mis en gage, par exemple, un petit peu comme AAV, si vous l'avez utilisé 100 dollars pour en emprunter 80, qu'il est tombé à 80 de ce qu'il avait mis, et donc il a été liquidé, si je veux grossir un peu le trait. Et ça, c'est l'autre problématique, et qui a été déclenchée en partie, cette panique, avec les échanges avec CZ, puisqu'il y a en 2019, Binance a pris des positions stratégiques dans FTX, qui était tout petit à l'époque, pour le développement. Et il y a quelques mois, FTX a sorti des investisseurs Binance en rachetant la position 2,1 milliards de dollars. Elle a racheté cette position FTX donc pour sortir Binance 2,1 milliards de dollars en FTT, qui est le token de la plateforme FTX, et en dollars, en BUSD. Okay. Et c'est là où justement, quand il y a quelques jours, le 3 novembre dernier, CoinDesk, qui est un média américain, a publié les comptes d'une des plateformes, d'une des sociétés de Alameda Research, qui prouvait que en fait, beaucoup de ses actifs et de ses collatéraux, c'était du FTT, et que s'il baissait, ça pouvait entraîner des vagues de liquidation des sociétés, que CZ a dit moi, je vais commencer à vendre mes tokens pour ne pas être en danger. Il l'a fait publiquement et ça a fait un mouvement de panique, ce qui fait qu'ensuite les gens ont retiré. C'est au moment où, quand tout le monde voulait retirer, on ne pouvait pas retirer, qu'on s'est dit mais en fait, il manque de l'argent. Que se passe-t-il? Et on est en train de suivre ça en direct. Encore une fois, on a épinglé dans la conversation, dans le space et sur Cryptost, l'article qu'on vous met à jour minute après minute, puisque voilà, au début c'était quelques milliards, après c'était 5, et là encore une fois, a priori, il recherche 9 milliards de dollars pour combler les problématiques et retrouver les fonds des utilisateurs. Voilà où on en est, voilà l'histoire. J'espère que j'ai été assez clair et que d'accord. Les gars, n'hésitez pas à prendre la parole. D'accord, je comprends mieux. Et j'ai une autre petite question du coup par rapport à ça. Vous avez du coup souligné pas mal d'agissements qui étaient, comme vous l'avez dit, pas hyper professionnels. Vous avez, pour certains des intervenants, l'impression qu'il n'était forcément pas accompagné au mieux, notamment dans sa communication. Est-ce que ça, est-ce que c'est pas des choses qui auraient pu ou qui ont été flairées un peu plus tôt? Est-ce que c'est quoi? C'est un truc qui est tombé assez rapidement? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est survenu assez brusquement, quoi. Ouais, Julien, du coup, tu as un peu plus d'éléments là-dessus. Est-ce qu'il a pu faire ça tout seul dans son coin ou est-ce que c'est un peu plus global? Je ne sais pas si tu es encore dans le coin, Julien, ou CM pour le coup. Ouais, moi, du coup, j'allais dire, c'est quelque chose qui a surpris. Parce qu'en fait, le souci, c'est que, comme je disais dans l'émission de ce matin, je vais un peu me répéter, mais en gros, on a eu je sais pas comment on pourrait qualifier ça en psychologie, mais une acceptation totale, sans preuve réelle, d'un point de vue social,
par tout le monde pour la plateforme FTX. Or, quand tu fais la rétrospective, l'arbre de, on va dire, la longévité des plateformes, eh bien, la plupart des gens qui sont rentrés ces 2 dernières années, ils savent même pas que Coinbase et Kraken existent. Ils ont entendu parler sur les réseaux sociaux de FTX, de Swissborg, de Bitpanda, de Binance. Binance, c'est un peu la porte d'entrée absolue. Je connais des personnes dans mon entourage qui savent pas du tout comment fonctionne Binance, mais la première chose qu'ils ont voulu faire en crypto, c'était aller sur Binance. Donc, il y a à chaque fois voilà, un petit décalage aussi avec la théorie et la pratique, si je puis dire. Mais moi, ce qui me sidère, c'est que non, il n'y a personne qui l'a vu venir. De même que peut-être à l'époque, quand il y a eu Terra Luna, ça, il y avait pas mal de personnes qui ont alerté des mois à l'avance, mais on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un effet ricochet collatéral avec Celsius ou avec des trucs comme ça, de lending, qui avait une gestion du risque qui, excusez-moi du terme, était complètement pourrie. Et c'est là où tout à l'heure, je disais à Julien qu'on ne peut pas peser à ce jour 20 milliards et avoir des dizaines de milliards de fonds de clients sous gestion et gérer ça comme un gamin dans son bac à sable. J'étais pas en train de dire que peut-être SBF est un des génies mathématiques que de cette planète ou de cette ère, j'en ai aucune idée. Probablement que pour arriver là où il en est arrivé, il a de très bonnes prédispositions ou je sais pas. Mais en tout cas, de ce qu'on observe et des dégâts que ça crée à l'industrie, voilà, derrière, c'est des choses qui, pour moi, d'un point de vue de la confiance et de la perception grand public, là, on a reculé de 3-5 ans en arrière. Ça va être catastrophique. Donc, c'est ça qui me dérange essentiellement. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Sam, là-dessus. C'est qu'en gros, on a un mec qui était sûrement un très bon développeur, qui est sûrement un très bon informaticien, qui a motivé des pairs et qui a réussi à faire des très bons algos de trading. Par contre, on n'a pas du tout quelqu'un, et là on le voit quand j'attaquais un peu sa communication, c'est qu'on n'a pas du tout affaire à un chef d'entreprise qui sait piloter une institution financière. Le mec a réussi à shipper énormément de code très très rapidement avec tous les gars qu'il a réussi à emmener aux Bahamas et c'est incroyable la vitesse à laquelle, en effet, cette plateforme est arrivée et a pris des parts de marché au sein des exchanges. Par contre, niveau structuration de son équipe, de son entreprise, niveau mise en place de protocoles, mise en place de règles pour s'assurer des liquidités, pilotage de son entreprise et évidemment aussi gestion de son image et ainsi de suite. Évidemment, quand on est une startup, on veut croître très très vite. Je pense notamment, Binance l'a fait pendant un moment, où ils sont concentrés sur l'acquisition client, fournir des nouvelles fonctionnalités, avoir aussi avec les angels de plus en plus d'utilisateurs, de fans et autres. Par contre, il y a un moment, CZ, il a piloté le virage. OK, maintenant, on se structure, on se conforme. Ils ont recruté des super profils très seniors pour mettre en place des vraies équipes, des vrais process. Et je trouve que, petite analogie, mais très simple, on prend le mail que CZ a envoyé à son équipe, le mail que... alors évidemment, ils ne sont pas du tout dans la même situation, mais le mail que fait SBF à son équipe, on n'est pas du tout sur le même niveau de professionnalisme. CZ, il est beaucoup plus structuré, il est plus posé, on voit qu'il a une vraie analyse des choses, il a un vrai plan, même s'il refuse de dire j'avais master chess, tout ça, je pense qu'il a quand même anticipé et vu 2-3 trucs venir, mais au moins on a affaire à un vrai mec, une vraie personne qui pilote une boîte, qui gère une institution financière, qui est capable de gérer des fonds, mais beaucoup, beaucoup de fonds, et notamment les fonds de ses clients. L'autre, il y en a un qui geekait encore avec ses bros. Et c'est là où il y a un problème, quoi. Ok. Et du coup, du point de vue juridique, ça donne quoi exactement? J'imagine que les plateformes de ce genre ne sont pas tenues de rembourser les pertes, etc. C'est à l'accord. Le pari, c'est le risque du client, j'imagine. Pour le coup, sur ce point, Nero, on a fait un gros focus là-dessus en début. Donc, je te renverrai sur le petit début de live si tu souhaites refaire un petit point. Mais ouais, effectivement, il va y avoir des difficultés, sachant qu'il y avait FTX US d'un côté et FTX, donc FTX US qui était régulé,
et FTX montrent qu'il l'était différemment, si ce n'est pas en tout cas sur ces points-là. Donc ça va être difficile de suivre et c'est très tôt. Donc on va avoir un peu de mal. Je précise juste, Julien, n'hésite pas à me demander, parce que tu m'as dit sorti parce qu'il y a eu un bug, si tu veux juste rebondir là-dessus. On va prendre une dernière question. Encore une fois, je vous dis, n'hésitez pas à suivre l'article qu'on suit au compte-goutte la suite de l'actualité. Julien est de nouveau par là, et je précise avant de te filer la parole, Julien, qu'on a un dernier tweet là de SBF qui dit à l'instant: nous espérons que c'est la première étape, commencer à trouver des moyens d'apporter de la liquidité aux utilisateurs. C'est l'élément central pour lequel je me bats actuellement et pour lequel je continuerai à me battre par tous les moyens possibles. J'en profite pour vous dire que parmi les fake news, les bêtises ou autres qu'il y a eu il y a quelques heures, on pouvait croire que SBF avait fait une partie de LoL pendant que le monde était en train de s'écrouler. Évidemment, c'était pas le cas. Il y avait juste, c'était un montage, c'était une petite blague ou je ne sais quoi. Donc, c'était pas une vraie image en tout cas. Donc, voilà pour cette petite information. Julien, je n'arrive pas à t'ajouter. Ça a l'air de venir de chez toi. Voilà, tu t'es fait interdire de nous rejoindre, à moins que ça soit bon cette fois. Connexion en cours. Et puis voilà, je prends une dernière question. Et encore une fois, l'article épinglé sur le Twitter de Cryptost et dans cette conversation pourra vous aiguiller une fois qu'on vous aura quitté sur les manips à suivre pour retirer des fonds si vous êtes sur la blockchain Tron, puisque a priori c'est déjà depuis 10 minutes possible de le faire. Et évidemment la suite des événements plus au global si jamais on a d'autres événements, d'autres informations après ce live. Écoute, Julien, a priori, tu t'es fait interdire par Elon Musk. Tu as fait trop de bêtises. Je n'arrive pas à te rajouter. Ah ouais, c'est Donc, bon, j'ai l'impression, non? n'hésite pas à quitter l'appli. J'ai Je quitté passe la l'appli. parole J'ai quitté rapidement. l'appli. Apparemment, je suis de retour. C'est bon. Ah, t'es de Ouais, retour. Super. j'espère que les 5000 personnes que Elon a fusillées ou a enlevées vont aider à corriger ces bugs. Excellent. Et j'espère aussi. En tout cas, on Alors, t'entend bien. je vais revenir sur la question de ce que disait Pierre. Alors, non, là, on parle d'activité de hedge fund, d'activité de quant, et c'est pas du tout la même activité que ce que peut faire CZ de Binance. Ce qu'a fait avec Alameda Research et FTX en prenant pratiquement l'ensemble des parts de marché au niveau quantitatif, c'est une prouesse de quant, de hedge fund. C'est ce qu'avait fait à l'époque Arthur de BitMEX quand la SEC lui est tombée sur les pattes. Mais ce qu'a fait Sam, c'est pas du tout un gamin qui sait pas du tout comment on dirige une société ou quoi que ce soit. Il est arrivé en l'espace. Je faisais juste référence à la partie consumer, quoi, vraiment Non, très si tu B2C de leur regardes activité. l'application, l'ensemble des gens qui connaissent bien la finance, des activités de trading ou de quant, utiliser FTX. Jamais tu vas utiliser Binance. Binance, c'est pour le retail propre, et FTX, ils ont fait une plateforme de pro. Et donc, non, c'est deux mondes différents, c'est deux activités différentes. SBF, il a réussi un coup de maître. Oui, après, peut-être c'est pas le meilleur dirigeant. Mais tu regardes Jacques Dorsey de Twitter, tu regardes Elon Musk qui sort des conneries sur conneries la plupart du temps, et pourtant il arrive à disrupt la société tout le temps. Il va sûrement arriver à changer complètement Twitter. Tu as par exemple Mark Zuckerberg, bon, apparemment il essaie de le virer, il n'y arrive pas, mais qui a aussi fait sa part de marché avec la Web 3, la Web 2 avec Facebook. C'est pas forcément le meilleur, c'est pas forcément les meilleurs gestionnaires, mais c'est des gens qui arrivent à avoir des choses que personne ne voit. Et en l'occurrence, ce qu'a fait SBF, tu peux demander dans l'entourage du trading, dans l'entourage de l'aspect quantitatif. FTX a pris l'ensemble des échanges. Et je pense que ce qui a fait peur aussi à CZ et à Binance, surtout avec la nouvelle levée de fonds qui devait être faite entre 5 et 6 milliards, ça a dû faire peur. Après, je reviens sur la question qui avait été posée sur est-ce qu'on avait pu voir des choses comme ça. Attendez les gars, je sais pas, vous connaissez le news, Rec News? On a sorti 3 posts. J'ai sorti une première interview avec SBF. On a sorti après un post qui s'appelait Customer Service. Après, on a sorti le dernier truc au niveau de la régulation et on parlait de ces aspects. On parlait de ces aspects de manipulation au niveau macroéconomique sur les échanges financiers de la DeFi, sur la CeFi, et ce qui s'est passé avec True Hero Capital, avec Celsius, et notamment la question fondamentale, pourquoi CZ s'était retiré au niveau equity l'année dernière et avait quand même gardé son bac de FTT sans les échanger en stable par rapport à ce que Sam recherchait des FTT. Parce qu'apparemment, Sam avait trouvé un système qui permet de faire du pump and dump ou qui permet de monter le FTT pour après faire des emprunts sur les marchés au niveau institutionnel. Donc, il aurait pu très bien racheter la position de CZ. Et d'ailleurs, je vous ferai remarquer que ce qui s'est passé, notamment un acteur
moi je pense que bon, SBF s'est pris à son propre jeu. Ce qui lui arrive à l'heure actuelle, il l'a fait, il l'a en totale punissance, et il l'a fait à tout le monde sur l'écosystème. Il l'a fait, après il a fait des merge in acquisition, c'est ce qu'il a fait par exemple avec Celsius, c'est ce qu'il a voulu faire avec Voyager, c'est ce qu'il a voulu faire avec Trois Hero Capital, extrêmement agressif au niveau M&A. Mais ça, quand vous connaissez la finance tradi, il n'y a aucun comme on dit ça par rumeur, mais tout le monde se dit oui, bah, c'est très bien joué. Aucun Aucun scrupule. scrupule. Aucun Parce qu'en scrupule. fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais en fait, c'est exactement ce qui a été fait sur Luna. Vous vous rappelez dans l'analyse de Luna comment le projet s'est effondré? C'est qu'il y a eu un OTC de tokens Luna et qui ont été savagement dumpés sur le marché pour faire perdre le PEG du projet Terra. Là, j'ai l'impression qu'on ne s'en souvient plus de l'activité. Or, nous, ce qu'on avait dit dans nos articles, que d'après l'analyse des transactions sur les marchés financiers, sur les marchés de DeFi, c'était probablement Alameda Research et FTX qui a fait ça. Donc, le gars est extrêmement intelligent, il arrive à bien gouverner sa barque. Par contre, je pense qu'il s'est brûlé les ailes et il a utilisé des fonds des retail pour monter encore plus loin en puissance pour pouvoir encore faire ses opérations sur le marché. Ce qui a déplu, je pense, à un acteur inconditionnel qui représente et qui pèse énormément dans la finance, qui était Binance, qui a vu cet acteur arriver à grands pas sur les marchés en faisant des acquisitions. Il regardait même à faire l'acquisition de Voyager, des milliards. Donc, avec MicroStrategy sur son balance sheet qui est à moins de 2 milliards, donc ça arrivait encore. Et donc là, ce qui a été dit par une personne très proche d'un ami de CZ, c'est que CZ a vu ça, a demandé à SBF d'arrêter. Donc là, après, on rentre dans les théories du complot, puisque ça, c'est pas du tout on-chain, c'est plutôt off-chain. Donc on peut pas vraiment s'avérer exact. Mais c'était à venir, parce que vous ne gardez pas un bac de 2,5 milliards et vous n'en faisiez rien. Puisqu'apparemment, d'après ce que dit Binance, j'y crois pas du tout, ils ne s'amusent pas à leverager des tokens qui eux-mêmes ont imprimés. Il faut savoir que BUSD a été imprimé à la volée et a permis de participer au succès, notamment avec leur plateforme de PancakeSwap, ou des choses comme ça, avec leur protocole, leur blockchain. Il y a énormément. Et après, un autre truc, c'est que imaginez quand vous rentrez dans un deal comme FTX et vous avez le balance sheet, qu'il y a une activité qui n'est pas une activité que économique, mais aussi potentiellement reliée avec la SEC, reliée avec la Fed. Si Binance se met à acheter un truc, est-ce que ça ne va pas non plus leur demander avec le système américain de regarder les comptes de Binance, donc derrière voir tout ce qui a pu être fait? Donc dedans, en fait, non. Nous, on avait dit avec Rec News et avec l'ensemble des acteurs, ou même quand j'ai sur mes réseaux, les réseaux publics, j'avais parlé de ça en fait. J'avais parlé des attaques qui étaient faites et potentiellement FTT avec un bac, avec le fait que Binance avait 2,5 milliards de FTT. Extrêmement dangereux pour FTX. Et c'était justement l'une des remarques qui avait été faite et l'un des pics envoyés dans cette guerre économique, c'était bon, voilà, on ne fait pas de collatéral avec un token qu'on est capable d'imprimer tout seul à l'infini. CM, je te laisse parler. Je prendrai la question de Tom juste après que je viens d'ajouter, qui sera très courte s'il te plaît, Tom, et après on va clôturer ce live. Juste, ouais, pour rebondir sur ce que disait Julien, du coup, qui est super intéressant, c'est au final, est-ce qu'on n'aurait pas tout à y gagner à séparer l'activité de market maker que pouvait avoir Alameda, notamment. Juste après, Tom. Okay. Et globalement, ce que fait FTX, qui, on va dire, a fait un pont avec les fonds des utilisateurs pour aller potentiellement, comme tu dis, faire le snowball du côté de Alameda. Et ça, je veux dire, il n'y avait aucune fin logique positive là-dedans à aller faire du casino bien sûr, avec le fond des utilisateurs. Je reviens vers ce qu'a dit Pierre et vers toi. On a toutes les raisons du monde de haïr SBF, parce que SBF, c'est quand même la personne qui a yield farmé les taux d'intérêt sur la DeFi en mode hyper brutal. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est même pas Alameda qui avait les fonds. Il utilisait les fonds des utilisateurs qui avaient déposé dans FTX, pour les ramener en Alameda, et Alameda a permis à faire des manipulations de marché, des prises, des sortes d'attaques au niveau des oracles, des trucs au niveau de dumper des assets au niveau de Luna, faire les fonds. Après, Luna, c'est de son côté, je pense que c'est une bonne chose que ça soit écroulé, ce truc, parce que c'était fait d'une façon Ponzi. Mais là, lui, il a participé à tout ça. Après, est-ce qu'on peut lui en voir de l'avoir fait? Il utilise les mêmes principes que la finance traditionnelle en leverageant les produits de la finance décentralisée pour une recherche économique. Donc, dans un environnement qui est non régulé. Donc, lui, il a tout à le faire. Il le fait. Après,
Après, à l'exception près qu'effectivement, nous, on n'a pas les milliards qu'on peut se renflouer, ni la planche à Exactement. billets, ni la Exactement. liquidité. Et lui, il est C'est le arrivé. client final qui est touché tout de suite. Exactement. Et vous rappelez des produits qui étaient super. Par exemple, il a fait ça sur tellement de produits. Il nous a fait ça sur Cœur. Il nous a, voilà, il nous a emmerdé sur Cœur. Il a fait ça sur AV. Il a fait ça sur Engel. Il a fait ça. Il a fait du yield farming de taux d'intérêt sur des projets. Ensuite, il a pris les tokens. Il les a dumpés. Je ne sais pas vous rappeler, mais par exemple, des projets comme Acropolis. Bon, Acropolis, c'était une daube. On s'en fiche. Mais il a quand même pris en equity les tokens et il les a dumpés sur le marché le lendemain. Le truc était mort. Il a fait ça énormément de fois. Donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a un gros poisson qui a fait exactement ce qu'il a fait à tout le monde dans la DeFi. Et ce poisson-là, c'est CZ. Il a très bien orchestré Exactement. le move. Voilà. Et c'est la discussion qu'on avait eue ensemble, Julien, à l'époque. C'était en fait, c'est malheureux pour nous en tant que client final, mais ce qui se passe là, il n'y a rien de plus pur que ce qui se passe là d'un point de vue attaque et d'un point de vue finance. Ah oui, mais là, en plus et moi, c'est pour ça que je disais, par exemple, je dis ça hier, je sais pas si c'était à Londres. En fait, même si voilà, ça fait mal, c'est des trucs incroyables, mais personnellement, il y a des gens qui vont vraiment, il y a des gens qui vont, niveau famille, tout ça, c'est des problèmes. Il y a des gens qui vont tomber en faillite, il y a des gens qui ont fait des emprunts, et des gens là. Mais C'est dramatique. voilà, c'est dramatique. Mais là, en l'occurrence, c'est la plus grande leçon et c'est la plus grosse école que le monde ait jamais connue, notamment pour avoir enseigné des principes économiques, des principes financiers, comprendre les futurs, les produits dérivés, les calls, les options, les systèmes de leverage, l'intersection directe entre les institutions, les produits qui montent des applications financières. Tout ça, en fait, on n'aurait jamais pu l'apprendre à l'école. Donc, en fait, on est monté au niveau savoir dans notre société. Donc, ça, c'est un énorme gain pour une avancée humaine. Mais oui, ça fait mal. Et je pense que ce qui fait mal maintenant, c'est plus intéressant que ce que ça fait mal plus tard quand l'écosystème sera beaucoup plus gros.